Tiens, ouais, ça lag pas mal. Non, c'est parce qu'on passe par le réseau et je connais rien. Et parce qu'il y a le sinon, on va faire ok. T'es connecté. Ça permet de lever la vache à souris. Ah ouais, mais. Ouais, c'est la fin de sur Windows. Là, quand on essaie de charger mon application géniale, elle n'est pas sur YouTube. C'est le titre de la vidéo. Attends, on parle pas de. Ah, tu peux mettre le lien. Attends, il y en a qui vont le lien de la les gars, ça a commencé là, non? Non, c'est cette pression, on n'avait pas envoyé. Si, là, mais il n'est pas un mix à faire. Le truc que j'avais sur mon portable quand j'étais chez mon break. Ça, c'était il y a quelques années. Qui explique cette vite? C'est pas moi. Faut pas se méfier. C'est le son. Par contre, vous avez dans l'écran? Ouais. Attends, il n'y a pas moyen de changer de qu'est-ce qui se passe encore? Ah oui! Il y en a qui veulent tester avec le casque de réalité virtuelle. Ouais, on a les casques de réalité virtuelle pour ceux qui veulent. Et attends, je vais. Ah ouais, il y a la normale. Attends. Le plateau. Voilà, le lien. Ah, pour kilomètre. Téléchargez-le tout sous le bouton. Ouais, mais c'est pas du coup google.com/live. Ah, le projeter à côté. Mais Pierre, c'est quoi ça? Ah oui, c'est ça. Oui, je l'assume. Alors, merci pour ceux qui ont participé. Donc, comme prévu, ça s'est arrêté à 4. Ça a planté à 4? Ouais, ok. Si tu veux, parce que ça va pas être intense pendant 2h30. Si on a 5 minutes, on pourra essayer. Non, mais pour moi, c'est. C'est bon, ça a planté à 4. Bon, merci à tous. Et puis, à bientôt pour on essaiera 5. Tu t'en vas? Allez, il y a bientôt, tu t'en vas? Oui, bien sûr. Voilà. Pour le moment, le live encore. Non, mais c'est la question. Ah oui. Vous n'êtes pas obligé d'installer. Non, mais ça, tu peux, tu as juste à t'ajouter la prochaine. Ouais, installer. Tu peux faciliter le carte d'or. On aurait dû mettre le QR code. Non. Il y en a qui auraient pas. Alors, tiens, je suis un truc au con. Est-ce qu'il y en a qui n'auraient pas fait un QR code pour télécharger? Oui. Très bien.
Non, mais c'est important de le savoir. En plus, c'est marrant, il y a 2 ans qu'on dit que c'était la merde les QR codes. Bon, la prochaine fois, j'en mettrai un. J'ai appris un truc. Oui, j'ai tout à fait bien. C'est classique. C'est bien l'application. Tu uploads du rapidement sur le drive. Là, j'ai perdu 50% de téléchargement ce soir. Parce que c'est chiant. Oui, mais tu fais un petit peu sur Chrome, dans Google Drive. C'est bon, c'est bon. Hop là. Taisez-vous, c'est Google. C'est Apple. C'est YouTube Apple. Moi, j'ai trouvé. Pourquoi tu ne mets pas en c'est pas mal. Bon, c'était pas plaisir. Bravo. Enlève la souris de YouTube, sinon ça va garder les amis. J'ai la souris. Bon, les gars. Mais bon, il y a une batte, c'est pas grave, c'est la plus. Oh, la souris en l'air, c'est mieux que la layout. Bon, et puis, tu peux monter le son sur la. Merci, monsieur Martin. Non, mais bien. On peut s'asseoir. Oui, installez-vous. Hein. On a. Théoriquement. S'il y en a qui l'ont mis sur leur carte d'or, ils peuvent le faire lâcher le repas, ça les dérange pas. Ça sort. Ah ouais. Essayez de reprofiler le carnet. It's very nice. We've been doing it for many, many years in Moscow. And in fact, we've been doing IO for 10 years. But I feel we are at a pivotal moment in terms of where we are going as a company and felt the progress is changed the way. Doing it here also allows us to include a lot more of you. There are over 7,000 of you joining in person today. And later today, after the keynote, you'll be joined by several Googlers, engineers, and designers, to hopefully engage in many As always, IO is being live streamed around the world. This year, we have the largest ever audience. We are live streaming this to 530 extended events in over 100 countries around the world, including Dublin, which is a major tech hub in Europe. Istanbul, which is our oldest Google developer group. And even to Colombo, Sri Lanka, which is the largest attendance outside of the US with 2,000 people. Our largest developer audience on the live stream is from China today, with over 1 million people tuning in live from China. So a lot of people. We live in very, very exciting times. Computing has had an amazing evolution. Stepping back, Larry and Sergey started 17 years ago with the goal of helping users find the information they need. At the time, there were only 300 million people online. Most of them were on big physical computers on slow internet connections. Fast forward to today, thanks to the rate at which processors and sensors have evolved, it is truly the moment of mobile.
There are over 3 billion people connected, and they are using the internet in ways we've never seen before. They live on their phones. They use it to communicate, learn new things, gain knowledge, entertain themselves. They tap an icon, expect a car to show up. They talk to their phones and even expect music to play in the living room, or sometimes groceries to show up at the front door. So we are pushing ourselves really hard so that Google is evolving and staying a step ahead of our users. All the queries you see behind me are live queries coming in from mobile. In fact, today, over 50% of our queries come from mobile phones. And the queries in color you see behind me are voice queries. In the US, on our mobile app in Android, 1 in 5 queries, 20% of our queries are voice queries, and that share is growing. Given how differently users are engaging with us, we want to push ourselves and deliver them information, rich information in the context of mobile. This is why if you come to Google today and search for Beyonce, you don't just get 10 blue links, you get a rich information card with music, listen to our songs, find information about upcoming show events, and book it right there. You can come and ask us different queries, presidential elections, or Champions League, and we again give you rich, in-depth information. And we do this across thousands and thousands of categories, globally at scale. You can come to Google looking for news as well. For example, if you're interested in hyperloop and exciting technology, we give you information with app right there in search results, and they load instantly and you can scroll through them. Amazing to see how people engage differently with Google. It's not just enough to give them links. We really need to help them get things done in the real world. This is why we are evolving search to be much more assistive. We've been laying the foundation for this for many, many years through investments in deep areas of computer science. We built a knowledge graph. We today have an understanding of 1 billion entities, people, places, and things, and the relationships between them in the real world. We have dramatically improved the quality of our voice recognition. We recently started training our data sets with noisy backgrounds deliberately so that we can hear people more accurately. The quality has improved recently by 25%. Image recognition and computer vision. We can do things which we never thought we could do before. If you're in Google Photos today and you search for hugs, we actually pull all the pictures of people hugging in your personal collection. We recently extended this to videos. So you can say, show me my dog videos. And we actually go through your videos and pull out your favorite videos. Translation. 10 years ago, we could machine translate in 2 languages. Today, we do that for over 100 languages. And every single day, we translate over 140 billion words for our users. We even do real-time visual translation. If you're a Chinese user and you run into a menu in English, all you need to do is hold up your phone and we can translate it into English for you. Progress in all of these areas is accelerating thanks to profound advances in machine learning and AI. And I believe we are at a seminal moment. We as Google have evolved significantly over the past 10 years, and we believe we are poised to take a big leap forward in the next 10 years. So leveraging our state-of-the-art capabilities in machine learning and AI, we truly want to take the next step in being more assistive for our users. So today, we are announcing the Google Assistant. So what do we mean when we say the Google Assistant? We want to be there for our users, asking them, hi, how can I help? We think of the assistant in a very specific way. We think of it as a conversational assistant. We want users to have an ongoing two-way dialogue with Google. We want you to help get things done in your real world. And we want to do it
for you, understanding your context, giving you control of it. We think of this as building each user their own individual group. We already have elements of the assistant working hard for our users. I mentioned earlier that 20% of queries on our mobile app and Android in the US are voice queries. Every single day, people say, okay, Google, and ask us questions that we help them with. And we've started becoming truly conversational, strengths in natural language processing. For example, you can be in front of this structure in Chicago and ask Google, who designed this? You don't need to say the B or the cloud gate. We understand your context and we answer that the designer is Anish Kapoor. Here's another example. You can ask Google, who directed The Revenant? The Revenant was directed by Alejandro Gonzalez Iñárritu. And you can follow that up with the question, show me his awards. Notice that I didn't say the name, which I'm glad because I find that name very, very hard to pronounce. And Google could pick that conversation up and return the right answer. This has historically been really hard to do for computers. The reason we are able to do is because we have invested the last decade in building the world's best natural language processing. To do conversational understanding is far ahead of what other assistants can do. Especially if you look at follow-on queries, our studies show that we are an order of magnitude ahead of everyone else. So today people are using Google and asking us questions in many, many different ways. So we put together a short video so that you can take a look. How old is that now? Whoa, take that. Here's the headlines. What's the pastor's full name? Pablo Diego Jose Francisco all Juan Efelicina Maria. You're the fastest through. Play laughing out. Okay, Google, tirando uma selfie. Go on. Oh, you have my question for you. It's 29 degrees and clear. Your border has changed. Here are your scores. As you can see, users are more to help them get things done. Getting started. We believe this is a long journey. And given it's a journey, we want to talk to you a little bit about the future. We want to show you the kind of things we aspire to be able to do. Let me do that with an example. Here's a common situation. It's Friday night. I'm sure many of you can relate to it. I'm back home. I want to take my family to the movie. And you normally pull out your phone, research movies, look at the reviews, find shows nearby, and try to book a ticket. You know, we want to be there in these moments to help you. So you should be able to ask Google. And by the way, today, if you ask that question, do you return movie results? But we want to go a step further. You want to understand your context and maybe suggest 3 relevant movies which you would like nearby. Look at it and maybe tell Google, we want to bring the kids this time. And then if that's the case, Google should refine the answer and suggest family-friendly options. And maybe even ask me, would you like 4 tickets any of these? And if I say, sure, let's do Jungle Book, it should go ahead and get the tickets and have them ready for me when I need it. As you can see, engage in a conversation with this topic gets in my context. And by the way, this is just one version of the conversation. This could have gone many, many different ways. For example, when Google returned the results, is Jungle Book any good?
And Google could have given me the reviews and maybe even shown me a trailer. And by the way, I saw the movie, it's terrific, and hope you get to see it as well. Conversation is different. Every single context is different. We're working hard to do this for billions of conversation, for billions of users around the world, for everyone. We think of the assistant as an ambient experience that extends across devices. I think computing is poised to evolve beyond just phones. It will be in the context of the user's daily life. It will be on their phones, in their cars, and even in their living rooms. So, if you're in one of the 100 different Android auto models, you're driving, and you say, let's have curry tonight. We know the Warriors are on tonight, and Steph Curry is playing for his food, and we should be smart and let you know when it is ready, and maybe even have it waiting for you at your home. Talking about your home, there's many products for your home. Today, we have sold over 25 million broadcast devices. So we've been thinking hard about how to bring this vision of Google Assistant into your home. The team at Amazon are creating a lot of excitement in this space. We've been thinking about our own unique approach, and we are getting ready to launch something later this year. To review, I'm going to invite Mario from the broadcast station. Thanks, Sundar. Today we want to give you an early preview of how we're bringing the Google Assistant to the home. Our aspiration is to make the Assistant useful and enjoyable in one of the most important places in your world, where you spend time with your family. When I walk into my house, I want to be able to continue to have access to the Google Assistant, but I should be able to interact with it and simply use my voice without having to take out my phone. This is why we're creating Google Home, which will be available later this year. Google Home lets you enjoy music and entertainment throughout your entire house, manage everyday tasks more easily, and ask Google what you want to know. All of this will be done by speaking with the Assistant. You will let anyone in the family, kids or adults, have a conversation with Google. Google Home is unmatched in far-field voice recognition by more than 10 years of innovation in natural language processing. Two-way dialogue with the Assistant that Sundar mentioned earlier, whether I'm standing nearby cooking dinner or sitting across the room with my daughter. With Google Home, we set out to create and design a beautiful product that's warm and inviting and fits naturally. We're designing the top to blend into your home. We'll give you the base with different colors and finishes, including metal and fabric, to reflect your home style, whether it be in the living room, the kitchen, or the bedroom. We're putting a lot of craftsmanship into the hardware design. The LED's placement, and the speaker that's going to fill the room in with music, the microphone system, and the clean space without any buttons. This is Google Home. We think it'll be a beautiful addition to any room in your house. We're excited about what it's going to do for you. First, music and entertainment are a big part of what makes being at home relaxing and fun. We introduced Chromecast, your favorite shows, movies, and YouTube videos on the biggest screen in your house. Last year, we added Chromecast Audio to bring the music you love to your best speakers.
Chromecast has been one of the hottest selling consumer electronics products since the day it launched. And Google Home will build on those experiences. Google Home is a Wi-Fi speaker that streams music directly from the cloud so you get the highest quality playback. It will deliver rich fades and clear highs, all from a beautiful, compact form factor. Of course, you can access songs, playlists, albums, artists, and podcasts from your favorite music services just by asking what you prefer. You can send music from your Android or iOS device to Google Cast. And unlike other home assistants, Google Cast support allows you to control other speakers in your home without complicated setup. So when you want to listen to Coldplay in the living room on the living room speakers, you can simply say, play Viva La Vida in the living room, and it'll start playing. Cast support also enables multi-room playback, so that you can add one or more Google Home devices to a group of speakers and really blast your favorite tunes. And it lets you control your video content too. Let's say that you want to watch that episode of Jimmy Kimmel or the trending YouTube video on your TV. Just tell Google Home, and the content will appear on the biggest, brightest screen in your house. Next, Google Home will become more and more of a control center of your whole home. Home is where lots of daily tasks just need to get done. Having access to the Google Assistant makes this a lot easier. It's like having a voice-activated remote control to the real world whenever you need it. You can do the basics, like setting alarms and timers, or managing to-do lists and shopping lists. We're also designing Google Home to connect your smart home seamlessly. It will support the most popular home networking systems, so you can easily control your lights, thermostats, switches, and more, including our own Nest devices. Further in the future, we'll work with developers to make it possible to control things beyond the home, like booking a car, ordering dinner, or sending flowers to mom, and much, much more, all with just your voice. Third, Google Home lets you ask Google about anything you want to know. Pour ceux qui veulent la Google Tortilla. You can get the basics like the weather or facts that you might find on Wikipedia. But what makes Google Home really shine is that it has search built in. It draws on 17 years of innovation in organizing the world's information to answer questions which are difficult for other assistants to handle. You might ask, how much fat is in an avocado? Or what is Draymond Green's jersey number? And then follow up that last question with, where did he go to college? Or try something more complex. What was the US population when NASA was established? You will get immediate, accurate answers from Google each time. And the Google Assistant not only knows a lot about the world, but it will stand apart in how it can also get to know you over time, with your permission, of course. It can help you retrieve your travel itineraries, your daily schedule, your traffic to work, your package delivery information, and much more. And as Google keeps getting better, so will Google Home. So that's Google Home, a beautiful, smart, voice-enabled assistant for the whole family. Enjoy music and entertainment throughout your entire house, manage everyday tasks effortlessly, and ask Google what you want to know. It's early days, but we want to give you and show you how we envision the Google Assistant coming to life at home. We created a short video to bring the product into a family setting to capture what it might be like in the future to have your personal Google around the house. Let's roll the video. Okay, Google, play the morning playlist. Okay, play morning playlist. Okay, Google, play music in all rooms.
paraît pas comme ça, moi. Okay, Google, I'm listening. Your flight to Portland is delayed by 30 minutes. Change my dinner reservation tonight from 7:30 to 8. Your reservation at Antina is now confirmed for 8 p.m. Hey Google, text Louise, flight is delayed, dinner moved to 8. Okay, message sent. Morning. Morning. Hey Google, turn the lights on in Kevin's room. I thought you finished that already. I forgot. Okay, Princess, what's apples in Spanish? Manzanas. Hey Google, has my package shipped? Yes, it's already shipped. It'll arrive tomorrow. Ooh, is that for me? Hey. Interesting. Okay, Google, how many stars are in our galaxy? Well, there are about 100 to 400 billion stars, according to space.com. Which star is the closest? According to NASA, the nearest star system is Alpha Centauri. Can you show me what it looks like on TV? Hey Google, how's the traffic from Upper Rock School to the airport? Your normal route has heavy traffic. There's a faster one that will take about 35 minutes. I've sent it to your phone. Okay. Dad! Hey Google, what's on the calendar today? The first event is a space day at Kevin's school. It starts at 8 a.m. Space Day. Are you ready, buddy? Ready? Let's go. Goodbye. Goodbye. We're really excited about what's ahead. Google Home will be available later this year. In the meantime, to stay up to date with the latest news, please sign up at google.com/home. We want to share this early preview at I/O so that we can work with partners in a more open way to deliver awesome experiences at launch. We'll have a lot more to share soon with the developer community about how to begin to integrate with the Google Assistant. And with that, let me ask Sundar back on stage. Thank you, Mario. It's really exciting to see the Google Assistant come to life with Google Home and to help get people to start. To do this well, as Mario mentioned, we really need to work with developers and third parties so that we can provide these actions for our users. We already do this a lot at Google today. Using Google Cards, you can already book a movie ticket with Fandango, get a car with Uber, listen to music on Spotify, book a restaurant with OpenTable, maybe record a ride with Strava, and many more such use cases. So we are thinking about this thoughtfully. We're working on a comprehensive way by which third-party developers can interact with the assistant, and we'll be sharing a lot more in the upcoming months. I talked earlier that we are working hard at core use cases on mobile. One such important use case is photos. Last year, thanks to the advances in computer vision, we approached photos with a new perspective. We announced Google Photo at Google I/O last year with the goal to help users find and organize their photos and videos, keep them safe, and share them effortlessly with their family and friends on any device. We've seen tremendous adoption with Google Photos, and just in the past year, we've seen tremendous adoption, and today we are at over 200 million monthly active users. Our computer vision systems have automatically applied over 2 trillion labels. This is what allows us, when you search for Pomeranian, to find the right picture. And by the way, over 24 billion of those labels are for selfies. We even have Pomeranian selfies. Google Photos shows what's possible when you approach an existing area
from a new perspective. Another core use case on users' phones is communications. It's an exciting area and there is a lot of innovation. But given our advancements in machine learning, we wanted to approach this core use case with a new perspective. Eric Carr is going to join to talk to you more about Thanks, Sundar. Communications is all about sharing life's moments. A great restaurant I found. The wedding shined over time. My daughters are silent. Today, I can share moments like these the second they happen, just by pulling up my phone and sending a message. Communications is such an important part of our lives, and it's an important focus for Google as well. What makes me personally excited about communications is the potential for innovation when you combine the power of mobile with advancements in machine learning. So today, we're giving a look at what we've been up to with 2 new communication apps that show what's possible when we bring Google technology to this essential human activity. The first is a new messaging app called Baug. Thank you. Baug is a smart messaging app. It learns over time to make conversations easier, more expressive, and more productive by bringing all the richness of Google right into your chat. Baug is based on your phone number, so you can easily get in touch with anyone in your phone book. This morning, we're going to walk you through 3 areas that make Baug really special. First are some fun ways to express yourself and keep the conversation going. Then, we'll talk about what it means to have the Google Assistant built right into your messaging app. And finally, we'll tell you how Baug keeps your conversations private and secure. So let's get started. On stage, you need product management. Now the screen behind me, you can see Ahmed's in the chat in a conversation with his friend Joy. We designed Baug to help you express yourself and keep the conversation going. So of course, there's a great selection of stickers which we've sourced from independent artists and content producers from around the world. But expression is more than just emojis and stickers. So we've added more features that help you say what you need. First, let's look at Whisper Shout. We wanted to give you a way to add more emotion to your words. Sometimes you want to get your point across big and bold. Other times you want to say things a bit more softly. Whisper Shout lets you express how you really feel by making your replies very big or very small. Ahmed, you show everyone how that works? So Ahmed has typed yay and throws a smiley face in there. Now watch, rather than tapping the send button, he slides it down to whisper, down to shout. So he goes down to whisper, up again to shout. I think it's pretty cool too. No more yelling at all caps to get your point across. It's also fun to add emotion to your photos. And ink lets you get creative with the photos you send. Ahmed's picked a photo of his adorable baby girl and wrote ahoy on the little sailor. Posted it, it's that simple. I use ink all the time, it's really fun. Another way Baug helps you express yourself is by letting you type less, a lot less. We've taken a page from the inbox playbook and built Smart Reply right into your chat conversations. This is especially powerful in messaging when you're on the go. Now you can keep your conversations going with just a quick tap. So you can see when Joy asks, dinner later, that Ahmed has offered 2 Smart Reply suggestions. I'm busy and I'm in. Ooh. Okay, I promise I won't act out any more emojis. So
Allo uses machine learning to suggest replies on the fly, anticipating what you might want to say next. Now, these aren't just canned replies. Allo learns over time and will suggest responses based on how you like to express yourself. The more you use Allo, the better the suggestions will become. So the suggestions you see are unique to you. You can say the things you want without having to type a single word. And since messaging isn't just about text, smart replies contain stickers and emojis too. Because as they say, an emoji's worth 1,000 words. Did I say that? Now I'm going to show you something really cool. Allo even offers smart replies when people send photos to you. This works because in addition to understanding the text, Allo builds like this computer vision capabilities to understand the content and the context of images. In this case, Allo understood the picture was of a dog, that it was a cute dog, and that even the breed of the dog. In our internal testing, we found that Allo is 90% accurate at determining whether a dog deserves a cute dog response. So let's try something even harder. When Joy sends a photo of pasta, we're able to identify the precise details of the image and create smart replies mentioning both the ingredients and the claims. What's really cool here is that we don't just identify what's in the image. Smart reply actually creates a conversational response. Something like yummy, the kind of thing you would actually say in response to a photo of food. This is only possible because we've married our strengths in computer vision and natural language processing. If you think about it, there's a lot of complex techniques just to help you say something as fun, as simple and natural as. So that's a little how Allo helps you express yourself and keep your conversations going. The intelligence behind smart reply also gives you a taste at how assistive technology can make your message experience simpler and more productive. The Google Assistant, built right into Allo, takes it even farther. So I'm pleased to introduce one of our leads, Rebecca, to tell you more about the assistive technology. Thanks, Eric. So as you heard earlier, Google Assistant is an ongoing dialogue between you and Google that helps you get things done in your world. It's also designed as an ambient experience that's there for you whenever you need it. And in messaging, that really means bringing the Google Assistant right into your conversation with friends. So I'm going to show you how the Assistant can help in Amit Joy's conversation. So they're planning a dinner, and Joy now says she'd like Italian food. The Assistant intelligently recognizes that they can do some tips for Italian restaurants nearby. And you can see a proactive suggestion at the bottom of the screen there. Tapping this brings up restaurant cards that everyone in the chat can see. These are powered by Google's Knowledge Graph, which means that Allo can help with all kinds of information in the real world. So there's some back and forth about which restaurant to go to, and it looks like they're leaning towards Cucina at 7 o'clock. So Amit taps on the restaurant card to bring up more details. Looks good. Serves pasta, which we know Joy fancied. So Amit can now go ahead and make a reservation right there for an open table. The assistant prompts him to confirm the number of diners and what time they want to eat. And now they're booked and ready to go. So what we're seeing here, is completely new. In the past, Amit would have had to leave the chat to do a Google search, return with some restaurant options, switch back again to share the options, go out again to make the reservation on open table, and then come back in to share the details with the rest of the group. In Allo, Amit and Joy can choose and reserve a restaurant right there in the chat in a natural and seamless way.
So OpenTable will be just one of the many partners that will be part of the Google Assistant ecosystem. And we can't wait to share more soon with the developer community about how to get started. Cool. So we saw some proactive suggestions from Google there. You can also call on the Google Assistant directly at any time just by typing at Google, as Amit's doing now. And he's going to ask for funny cat pics. Really, Amit? Okay. Cool. So Google obliges, of course, with a lovely lineup of cats from Google Image Search. Wow, that's chin. Okay, so you just saw how the Google Assistant can be really helpful in groups. You can also have a one-on-one chat with Google. So what we're seeing now is Amit's contact list, and Google's appearing at the top there. So let's jump in and have a chat. Just like with any other conversation, this one picks up right where you left off. And the assistant will remember things like your name, and even tell you how it's feeling. So let's try something more interesting. Amit's a big Real Madrid fan, and he wants to know how they got on in their last match. So he asked the assistant, did my team win? Looks like they did. They won their, yeah. Some Real Madrid fans out there. Cool. So they won their last match on Saturday. Let's see when they're playing next. That's pretty cool. They're through the Champions League final at the end of the month. And we can keep going like this and find more news about the team just by tapping on the suggestions there. But let's go ahead and tap on their roster. There we go. We have a carousel with all their top talent. And should we check out everyone's favourite? Okay, there he is, Mr. Ronaldo. And let's see some of his his best tricks. So Amit only has to type best tricks, and the assistant understands the context and that he means Ronaldo's best tricks and responds with a YouTube video. We won't play that video now, but if we did tap it, it would play right there in the chat. So let's play a game instead. Amit's asking Google to play a game. And, okay, Google's suggesting the emoji game. Right. The way this works is Google provides a string of emoji, and you have to guess the film title. Are you ready? Yeah. Okay, let's play. Okay, so it looks like we've got a crown and some rings. Any ideas? Lord of the Rings? Oh, I hear the Princess Bride over there. Amit, any ideas? Lord of the Rings. Oh, it's too easy. Okay, we could keep going, but I think you've got the idea. So that was obviously. Should we keep going? No. Any ideas? Very good. Okay, so this is obviously a super simple game, and there's a bunch more that you can play in Allo. But we really think that the best games will come from the developer community. There is some good chicken on the bar. So that would be assisted in Allo. Yeah, Many are partners to help us and get things done. As you saw, the interface is inherently personal and conversational, and the smart suggestion chips help to keep the conversation flowing. But most importantly, the service is in your hands, in your presence. Marque Google va aussi. Marque Google que ouais, c'est ça. La partie émotionnelle, elle va être Ouais, je te sers. Sinon, ah oui, ils mettent leur chatbot directement à la chat. Ouais. C'est ça, ça marche dans la chatbot. Je sais pas si je le connais sur l'assistant. C'est ça que ça doit être puissant.
We Ça, ça va être bien, c'est pour les crowd. on sait jouer. Oh, Mais je crois pas. just an hour. Oh, une bonne idée. Oh, chat à Camito avec Kim. Ouais, ça peut être ça, mais. Tu veux qu'il se mague à Tipper? So you're in control of how long your finances. C'est caduc. C'est là qu'on fait les autres. Tu annonces ça? Incognito mode, Apple gives users additional controls over privacy and security. And we anticipate adding Vous avez testé le casque? Ouais. Faudrait trouver la vidéo en fait. Je pense qu'on va retrouver. Genre avec je suis chaud de tester. La version 362. Vous avez une poubelle derrière? Ouais. Ouais, c'est Clairement. Ça fait rapidement le rouge et les couleurs que c'est normal. Maybe the person has all kinds of different. Maybe the connection is in the spot. Je te dis que j'ai trouvé. See what it does. Ouais. Merci. Getting a call can often feel intrusive because you're not quite sure why we call it. That's why we challenged ourselves to design a video calling experience that would feel natural every time. So I'd like to introduce you to Duo, a simple one-to-one video call app for everyone. Duo is a video companion app. It's fast and performs well even on slow networks. It's end-to-end encrypted. It's based on your phone number, allowing you to easily get in touch with your parent. And it works on both Android. But here's what makes that views. We call it knock-knock. Knock-knock shows you not only can you see who's calling, but what they're up to, and why they're calling. A smile, a beach, a newborn baby, draw you into the moment. Making calls feel spontaneous and natural. And once you pick up, Duo puts you right into the call, seamlessly transitioning from the live preview to the live call. Knock-knock totally changes what it's like to receive a video call. So let's take a look. And almost right on the field, I'm getting a call from my daughter Ava. I use Ava for all my demos. So as you can see, and Elena apparently too, I haven't even picked up yet, but Ava's right there, smiling and making funny faces. I can tell she's really eager to talk, so let's answer. Hi Ava, hi Elena. Hi girl. Presentation, yeah? Almost, I'll be done soon. Can you wave to everybody? Hi, everybody. All right. All right. Okay. Hi, Dad. We just Bien sûr, c'est le parce que ça se voit très bien en fait. You can't take that to someone who's written and the video here. This is a really important technique. We're uniquely positioned to have Je pense que ça va le faire. the team that created the open source platform that now powers much of the data subject to move. If we know this technology, we use protocol. It allows you to never disconnect with a single round trip.
Bravo. Panic tuning and optimizing. Personne ne répète blanc. The result is the unique feel of your right there. So the other thing that really sets the mark is how you want it needs to be. This works wherever you are, whether it's New York or Italy. Il y a un mec dans le rang juste en dessous de toi à gauche qui est sur son téléphone. And to seamlessly switch between so you don't have to worry about it. All this technology with the smooth interface that fades away, allowing you to focus on each other in beautiful HD video and audio. This is what makes Duo a video calling experience that feels unlike anything you've used before. Now, I'd like to show you a short video that shows how Duo brings magic back to video calling. On a la version blanche du là. Nouveau coloris. Oui, il existe en version blanche. Tiens. Il y a du vin blanc, il y a du poulet, il y a du saucisson, il y a du rouge pelé. Ah, oui, vous avez vite. Tout le monde est servi là-bas? Il y a du jus d'orange aussi. Il n'y a pas d'œuf? Tu veux faire un café, c'est là-bas? Pour le rendre après. Du rouge? Ouais. Du d'orange chaud, il y a de la bière Si vous avez à boire et à manger ce qui est obligatoire en théorie, n'hésitez pas à le poser sur le bar. T'as eu le truc, t'as eu Facebook qui était plus. Heureusement qu'on a les gens qui participent comme ça. Si tout le monde a une bouteille, ça va faire. Voilà. More than 100 car models and stereos have launched, with another 100 underway by the end of the year. And of course, Google Play. There were 65 billion installs in the last year alone. And this is possible of creating apps and services that you're creating this So let's talk
about what's new in the platform. But the end is, in order to achieve the right level of smart it's still about redesigning and realizing the functional aspects of how the system works. Now, a lot of the features how do you think of day-to-day plans, this year, we decided to do something a little later this year. In response to the development, many of you are already developing on the end release on a daily basis. And it's just fundamentally kind of provided this data. Thank you for all of you guys so far. Now, creating a number of these is starting out on the day. I have no idea why, but this year, the end of our day is all right. In the meantime, let's jump straight in and talk about the biggest changes we can around performance, security, we improved performance in two key areas: timers and runtime. In recent other releases, we extended the runtime to bring it back to that capabilities to our desktop data consoles to mobile. With that, we're making our biggest leap forward with the introduction of Bordeaux. Okay, what are all the 3D graphics design? Design takes developers the right control of the GPU to produce incredible graphics. We made a concerted effort to work with those developers. You could use the same APIs, graphics assets, and shaders on the desktop as well as mobile. Because Baug has a lower CPU overhead, with OpenGL, game developers were able to squeeze in more effects through frames but still maintaining a high frame rate. Let's take a look at it. Running a new version of the deep medium by electron arc. And there are a bunch of really nice improvements in this version, thanks to Baug. You'll notice the beautiful graphics and reflections and material from the car, thanks to physics-based rendering. Also, you get a realistic motion blur effect on the potential object at the side of the road. And there's a really nice water surface effect on the road. And the shaders for these are pre-compiled ahead of time and can now run anywhere. So that's graphics performance. We've also spent a lot of effort working on improving the Android runtime. First, we made a major optimization to our slides. The compiler and end performs anything from 30 to 600% faster on major CPU benchmarks like dry code. Second, we added a new just-in-time JIT compiler. And JIT compilation means that app installs are much faster, 75% faster than add. Up and running in your apps so much more quickly. And also, because JIT is more selective about which methods to compile, it's also able to reduce the amount of storage needed for app code by a full 50%. Now, unlike conventional JIT systems, the Android runtime uses profile-guided optimization to write compiled code to Flash the next time you run the app. So this improves performance and reduces battery consumption. In summary, the new JIT compiler improves software performance, makes installs faster, and reduces the amount of storage you need for apps on the device. Let's talk about another big area of focus for us: security. We designed Android from the beginning with a multi-layer defensive depth security architecture. And Android employs the latest cutting-edge security technology. Things like testing Linux, verified boot integrity, and full disk encryption. With M, we're continuing to strengthen our defenses in three key ways. First,
and it reduces file-based encryption. By encrypting at the file level instead of the block level, we're able to better isolate and protect individual users of the system. Second, we learned the importance last year of hardening the security of the media framework, especially since it's accessing files from anywhere on the internet. So again, we split out key subsystems into individual anti-Linux protected devices, things like codecs and file structures. By improving the security of the media framework, we improve the security of the entire device. Third, this is something that's really cool, and automatically keeps your phone up to date with the latest version of the system software without having to do anything. Like Chromebooks, new Android devices built on Android have two system updates. So when an update is available, the phone will automatically download the new system image in the background. So the next time you power up your phone, it will seamlessly switch into the new software image. You're no longer asking your password for the phone powering up, thanks to file-based encryption and a new feature called Direct Boot. And testing Android is upgraded now, it's finally gone, thanks to the new chip device. Merci mon Dieu. That's feeling the software. Ça quoi ça? Optimiser le software updates is one of the most loved features of Chromebooks. So that's some of the ways we're improving security on mobile. Let's not forget about all of the security services that Google provides to keep all Android devices safe. In fact, when you think about the scale of Android and Google Play and the number of devices and apps, we're providing one of the most comprehensive mobile security solutions in the world. Pour la nouvelle version de Android 10, les mecs de Floyd proposent ce qu'on appelle Giga. C'est italien, le gars, c'est français. C'est Montélimar. Ah, ouais. C'est chez nous. Today, we're protecting over 1 billion mobile phones. Another example of how we protect users is the Google Play Store. All Android apps undergo rigorous security testing before appearing on the store. We review every app to make sure it meets our policies. We also run an app security improvement program with developers to identify potential security vulnerabilities. For example, we work with key banks. Ouais. Ah, c'est pas nous. Voilà, oui. Ensuring it's HTTPS properly to protect against malware attacks. Google Play itself is built on a state-of-the-art cloud-based infrastructure we call SafetyNet. SafetyNet, Google's expert systems and machine learning models analyze billions of signals every day to predict bad behavior. If an app steps out of line, Google Play will block or uninstall the app, no matter where it is installed. And the scale of SafetyNet is extraordinary. Every day, we release test over billions of devices and over 8 billion uninstalled apps. All of this happens on the Let's move on. A third area of focus for us is our continued effort to preserve product teams. And we've taken a close look at how people Tu mets la top de version sur Google Play et tu le remplaces automatiquement. Alors, What we learned from our user research is that over 99% of the time, people will select apps c'est ce que j'ai eu à chaque fois. Ouais, c'est marrant, je m'en fais pas de faire un user graphique, on va expliquer ce que je fais. Au début, j'étais en putain, c'était genre, on va faire justement, on va faire maintenant, also, based on popular demands, we finally added a clearer version at the time. Ah! Là, il fait quoi qu'il enlève vraiment c'est l'équipe. It's something that we call quick switch. You can now switch to the previous app URL just by double tapping the recent button from anywhere. You can think of it like a simplified alt tab. It's amazingly useful in so many situations. For example, let's say I get a phone call and I'm trying to coordinate events. I can flip over to the calendar app I was just in by double tapping the recent button at the bottom right. From there, I can check my schedule, and then flip back to the dialer by double tapping the recent button again.
Now, many of you also asked for the ability to display more than one app at the same time. So we invested a lot of effort in redesigning our window apps in Ag. I'm going to introduce you to powerful new window applications. This one is split screen and picture pictures. Designed for tablets and phones. And it's really simple. So for example, let's say I'm watching a video on YouTube. Well, learn how to make the best natural. I can launch that on the basis of and you're looking with it. That's what they're launching like a cookie for something. That I can take our topic with the students and I'm watching. And it's a great way to let you watch something. For example, let's say I want to take a live TV program on retro games. I'm talking about that. I want to see if I can install anything myself. I can and then go ahead for a voice search. This will let him an option to install the game in the Play Store all at the same time as watching the It's pretty cool. Notifications is another area we worked on. It turns out that today, over half of the notifications we show an advert are messaging applications. So we decided to make the things that are really we added a direct reply feature, which lets you reply to a message like so. You no longer need to launch the app to file a written response with real time savings. We also added a feature to give you more control over the information. Again, you can block that notification. For example, you can block notifications for given app or set them to show only size. Send out alerts and choose which notifications are important. One other area we worked on to improve the productivity is your ability to express yourself in the learning. And I like to certain mobile platforms support the game using code 9 emoji stackers. With this addition are more cute-looking lists and support for skin tone variations. Unicode 9 also brings 72 new emoji lists. So now you can let your friends know, for example, when you're dancing like a leg shark while juggling and eating avocado toast or with first price in that but more seriously, we're really committed to this. We continue to work with the on the next some of our skills Non, mais t'as pas de grand gros bras dans le pour l'instant. genre avec un Pascal ou l'iPad. En même temps, c'est vrai que ça n'arrive pas sur l'iPad dessus, ça fait pas. Non, mais tu te dis, les grandes quitte à ce que besoin, c'est la même. Pour l'instant, c'est rien à voir. C'est mon cas, tu peux la mettre. C'est pas lent, quoi. C'est lent. Qui est fonctionnaire. Data quality release calendar for you to try out on your main phone or tablet. C'est bien, dans l'appareil, c'est direct but. Pour démarrer les applications, Thank you, Dave. I'm Clay Labor, and I lead the virtual reality team.
So it all actually started at a Google I/O 2 years ago with cardboard. And since then, cardboard has done some pretty amazing things. There are millions of them out there in the world, in all shapes and sizes. We've enabled thousands of developers to build their first VR apps. And users have installed over 50 million cardboard-enabled apps. It's pretty quick for what is, after all, just a piece of cardboard. Now, we love cardboard, and for us, it represents so much of what we think VR should be about. It should be mobile, it should be approachable, it should be for everyone. But we knew it was just a start because there's a limit to how much you can do, how immersive an experience you can create with cardboard, and with phones that will uniquely meant to use phones. We wanted to create something that has the best attributes of cardboard, but which is also comfortable, richly interactive, and far more immersive. But to create that kind of immersion, you have to solve, to make your brain say, yep, I'm somewhere else, you have to solve a lot of really hard problems across all parts of the VR experience. You have to design a system that's capable of rendering very high frame rate and resolution. To make the experience really comfortable, you have to minimize what's called motion to photon latency. That's the delay between when you move your head and when the picture updates to reflect that motion. You need to solve for how you interact with things. When you nail those things, it just feels like you're there. Well, we've been working on these problems and more. And now what we built won't be available until this fall, but we'd like to introduce you to it today. We call it Daydream. Daydream. Daydream is our platform for high quality multi-personality. And it are all of the ingredients you need to create incredible immersive VR experiences. Now, over time, Daydream will encompass VR devices in many shapes and sizes. But today is about how Daydream will enable high-quality VR on Android smartphones. There are 3 parts to it. The smartphones themselves, including VR optimizations to Android N, a reference design for a headset and a controller, and apps, both how you get them through Google Play and the apps themselves. We've designed and built each part in concert with the others, with the focus on getting the end-to-end user experience just right. So let's start with smartphones. Now, the first thing we did was look at what it takes to build a smartphone that's great at being a smartphone, but also at being the core of a VR system. And with input from the major silicon vendors and smartphone manufacturers, we created a set of phone specifications for VR. We call phones that meet these specs Daydream ready. The specs include things like high-performance sensors, accurate head tracking, displays with rapid response time to minimize powerful mobile processors. If the phone meets these specs, it'll be capable of delivering a great VR experience. But the smartphone itself is only part of the story. The operating system, the software, it needs to be able to make use of all of these capabilities, all while keeping latency at an absolute minimum. So we've introduced what we call VR mode as part of the Android N. We've worked at all levels of the Android stack to optimize this VR. We focused in particular on performance and latency, which we brought down to under 20 milliseconds. By adding things like single buffer rendering and VR system UI, so notifications and alerts come through properly in VR. And all of this makes for a really comfortable VR experience that we think users will love. Now, it's important these improvements are part of the core of Android N, so that the entire ecosystem can benefit. What that means for developers is there are going to be a lot of Daydream-ready phones. In fact, Samsung, Alcatel, Asus, Huawei, Dispo sur Intel en 2017. So let's go with Daydream-ready phone specs and the VR optimization as part of Android N. Sort of headsets. Now, it's obvious, but a VR headset is something that you wear on your head. And because it's something that you wear, there's so many things you need to get just right. It has to have great optics. It has to be comfortable. The materials need to feel good. It needs to be really easy to put on a phone. We've taken what we've learned in all of these areas and we've created a reference design that work seamlessly with Daydream's ready phones. We're sharing this design with partners across the ecosystem. There will be several of them coming to market with
with the first available digital tools. VR, everyone thinks about headsets. But the controller, how you interact with VR, is just as important. We're going to create a controller that's optimized for VR, that's both powerful and intuitive. So if you work hard, looks like this. If you actually zoom in a little bit, the controller itself is very simple. Is the magic. We built an orientation center, so it knows where it's going and how it's Vous l'amenez justement en avant comme Ah, tu l'as eu ça, et c'est bien ou pas? C'est à moi. Ah, tu l'as eu ça. Sur une voiture. Ah, ok. Ouais, oui, c'est ça. En gros, la latence de 20 millisecondes, c'est parce qu'il n'y a pas de graphique. Donc, oui. C'est le mode qu'il y a sur les jeux en temps normal. Et en fait, tu passes tout en GPU et tout reste passe en simultané. Et le tweeting, ta batterie au passage. Ouais. On a beaucoup de marketing en fait. Parce que les 20 secondes, tu les as en temps normal aussi. As you can see, the controller is super flexible. The developers we've shared it with absolutely love it. So the controller too will be part of the breakfast design with the first available this fall. Okay, so we talked about smartphones, operating systems, headsets, and controllers. Ultimately, that's not what VR is about. That's about what you can experience. So let's turn to apps, what you can do in VR. Now first, if you're a developer, you know that there's a lot upstream from someone using your app or playing your game. You just have to find it in a store, buy it, install it, launch it. This will all work seamlessly in Daydream. That's because we built Google Play for VR. Users will be able to browse and search and buy and install VR apps in VR. And once you install an app, you can keep coming back to it from what we call Daydream Home, which gives you access to all of your favorite games and apps. Let's actually talk about some of those apps, the things you can do, and the places you can go. Our partners like the New York Times, the Wall Street Journal, and CNN are bringing their VR apps to data to be able to experience the world new. Immersive 3D film, virtual IMAX. This offers just one of the dozen IMAX available. And I am pretty fired up about hanging out with astronauts in VR. So something else that's going to be awesome in Daydream is games. We've been working with the likes of Microsoft, CCP, NetEase, and Electronic Arts. These amazing developers are creating games that take advantage of all that we've talked about. And there's some really neat things in the works. We've also been working on some of our own apps. Google Play Movies is coming to Daydream, complete with high-definition CRM video support. That means you'll be able to watch movies and TV shows from Play within a virtual movie theater. Street View is coming to Daydream, to be able to walk the streets of the world without having to fly around the world. And Google Photos will support VR photos. You can step inside and relive your favorite moments. And there's one more. YouTube. We rebuilt YouTube from the ground up for VR. In it is voice search, discovery, your favorite playlists, again, all in VR. You have spatial audio to be able to step inside the world's largest collection of VR videos and experience places and concerts and events like you're actually there. By the way, you'll also be able to watch every single standard video currently on YouTube, but in a very different way. People are going to love it. So that's Daydream, our platform for high-quality mobile virtual reality. Daydream-ready smartphones with VR optimizations as part of the Android N, a comfortable headset and a powerful, intuitive controller, and some amazing apps and experiences. All designed in concert and open and at the scale of the Android.
Now, data arrives this fall. You can get started developing for it today with the latest Android developer tools. And we'll go into that and more tomorrow here at 9 a.m. So that's it for VR and Android. To tell you about wearables and Android, I'd like to turn it over to David. Thanks. Nice play. We launched Android Wear at I/O 2 years ago. And since then, we've partnered with 12 brands to pair distinctive styles with the latest in wearable technology. And the result is an impressive collection of over 100 different beautiful designs. So whether you admire the heritage of Sky Border or the iconic design of Michael Kors, spend your time hiking a trail or riding on waves, you can wear what you want. And Android Wear works with Android and iPhone because no matter what phone you carry in your pocket, you'll always be able to wear what you want to your wrist. And today, I'm sharing a preview of our biggest platform update yet, Android Wear 2.0. We've learned a lot about what people want and don't want in the watch. We know that the most important role in our life is helping you stay connected with what matters, to important, timely information, to the people you love, and to your health, all for your wrist. And that's why we're evolving the platform to build even better experiences for the watch face, messaging, and fitness. Android Wear already has thousands of watch faces you can download, and now we're making them even more useful by letting any watch face show data from any app. So now you can mix and match the styles you love with the information that's most useful to you. Let's take a look. Jeff Chang from the Wear team has the newest LG watch with LTE. And here you can see a watch face from Zuhanden. Jeff has customized it with his calorie count from LifeSum, stock information from Robinhood, and his tasks from Todoist. If he wants to see other tasks for today, he simply taps right there on the watch face and sees a reminder to call Mom. And watches are uniquely suited to connect us to those people we love. You'll never miss a call from your child's school or a message from a close friend. And that's why we're redesigning key experiences on the watch to be even more intuitive and enabling new ways to respond to messages designed just for your wrist. This includes Smart Reply, that knows the context of your message, best-in-class handwriting recognition, all powered by Google's machine learning. And here's what it looks like when Jeff gets a message from a friend. He taps the reply, chooses handwriting input, and now he uses his finger to sketch big letters on the watch. Recognized automatically, and now she knows, with one more go, she knows that he'll be there at 3 p.m. Many of you want your watch to be like a personal coach, helping you stay aware, motivated, and connected to your body. First, we're improving the fitness experience with Google Fit Platform's automatic activity recognition. Second, your apps can exchange data using the Google Fit API. So information like calories consumed in a nutrition app can sync with calories burned in a running app. And finally, we're expanding the way you can enjoy listening to music while you work out, even when you leave your phone behind. When you want to go for a run, you can just go with the watch you're already wearing. No need to strap your phone in an awkward armband. And thanks to the hardware sensors on your watch and automatic activity recognition, apps like Strava will start tracking your time and distance when you start running. And if you enjoy music while working out, you can launch Spotify right from your watch face. Sorry. And the best part of all this, you don't even need a phone. In fact, when Jeff was showing you the demos, his phone was turned off.
And everything you saw here today, from sending messages to streaming music, works on just this watch. With Android Wear 2.0, apps can be standalone. That means the apps on your watch can have direct network access to the slide via Bluetooth, Wi-Fi, or a cellular connection. And that means a fast and richer on-watch app experience for both Android and iPhone users. With standalone apps, watches with cellular support becomes even more powerful. You'll be able to make calls, get help from Google, and use your favorite apps right on the watch, no matter where your phone is, or even if it's on or off. Starting today, developers can download a preview of Android Wear 2.0, and everyone will be able to enjoy these exciting new watch experiences in the fall. It's time for us to reimagine what's possible for wearables together. And we can't wait to see the incredible things that you'll build. Here's one example of why our Android developer community. Non, il n'y a rien de. Je peux regarder However, just the place you are in is a feeling. So it's dangerous if I would stay in Syria. So many Syrians have had to leave our country. We have about 2.5 million Syrian fish species. Small things that were easy in Syria suddenly become hard in ordinary. I asked myself what I can do for refugees. I know for Vietnamese iteration that has Syrians dedicated a new language. For example, I want to I need rent a house. It also helps connect you with employers. Tells you how to get your changes into the schools. I love programming because it allows me to do anything. It seems there is no limit to what we can accomplish. Syrian will always be our country, but it's possible to make this new place feel like a home. Hi, I'm Jason Titus, and I lead our developer product group here at Google. And as you can see, software developers are changing our world in a big way. In fact, it's hard to find an aspect of our lives that hasn't been touched. From how we learn, to how we get around, to how we meet people. You are constantly finding ways to use new and emerging technologies to improve our lives. And despite all of the innovation that has already occurred, the opportunities ahead are greater still. But it's really hard to go from an idea to building a great product to getting it in users' hands. So I'd like to share some of the things that we've been doing over the last year to make this process easier on any platform. Let's start with the web. The shift to mobile for the web platform is well underway. We've recently hit a milestone with over 1 billion people using Chrome on mobile every month. We've been working on several initiatives to try and make the web work better on mobile devices. I want to talk about 2 of them. First, we've implemented powerful new web standards in Chrome that enable a new class of website to gain app-like behavior, like working reliably on even the worst networking connection, or sending notifications to re-engage users. We call websites that use these features progressive web apps because they get progressively better depending on the capability of the web browser. And they can lead to dramatically better user experiences. Second, we created an open source project called Accelerated Mobile Pages, or AMP, to make it simple to create extremely fast mobile websites using existing web standards. On average, AMP pages are loaded 4 times faster and use 1/10 as much data. These things load almost instantly. So, we're making it easier to develop mobile websites. We're also investing in native development. We want Android Studio to be the quickest, most reliable way to build Android apps. I'd like to invite Steph up to tell you more.
Thanks, Jason. I'm Steph. I work on the Android team. Android Studio is our official IDE. It's purpose-built for Android. And it was only 3 years ago, right here at I/O, that we showed it for the first time. Since then, it has built a ton of momentum. 92% of the top 125 apps and games now use Android Studio, and millions of developers worldwide. Our Android engineering team sees that almost all the professional developers that we connect with have used it and switched over from our Eclipse tool. Your feedback has been awesome because it's helped us focus on the right thing. We care a lot about making it great, and there's much more to come. This morning, we'll release our latest, which is Android Studio's 2.2 preview, focusing on speed, smarts, and Android platform support. First, speed. Already with 2.1, we made building and running changes 10 times faster than it was only 6 months ago. Our new instant run feature drove most of this. Now when you hit run, we deploy changes directly into the running app. The emulators are 3 times faster. The push speeds are even faster than that. So all of that means the emulators are now actually faster than the physical device that is probably working right now. But we want to speed you up a lot earlier. One of the things that you told us is that we could not possibly make build speeds too fast. So with 2.2, we're going to accelerate build speeds again. Plus, we know instant run's a long-term bet, so we'll keep expanding coverage. Another thing we want to do is make it easier to write tests to help drive up app quality. So with test recording, now as you just tap through your app, we'll write all of your espresso test code for you. It's basically as if you had handwritten the code yourself, and you can run those tests locally, or you can run them with our IDE integrated cloud test lab to make sure your app runs well on many Android devices. Now, one of the things the engineering team is most excited about is that with 2.2, you're going to be able to build layouts faster, and they'll run faster too. Let me show you this. 2.2 includes a rewritten, feature-rich layout designer with new constraint layouts. So what you're going to see here is you'll be able to use the layout window almost like a sheet of paper. So you can position your widgets, and once you're happy, you'll see here we save you a ton of time because we're going to automatically add all the constraints for you. We have a bunch of actually very cool math under the covers. You'll see the UI here is now going to adapt, so you can try it on different Android devices. It'll adapt to different orientations. But what you can't see is behind the scenes, your app will run faster too. So many of you here are professional Android developers, and you know building rich UI usually requires nested layouts, and those are hard to performance to at times. With constraint layout, there is no nesting required. So overall, you get the same rich UI, less work, and better performance by default. Second, smarts. We want to help you write better Android apps. The 2.2 preview includes a new APK analyzer, so you can figure out, hey, what's making my app so big? This is really useful for all of you who are targeting emerging markets. We've talked to us a lot about this. You also asked for a layout inspector. So we have a new layout inspector in 2.2, so you can find out what's inside your Android layout. When you run code analysis, you'll find a bunch of new quality checks. And that's in addition to the 260 that are already there, all designed to eliminate common classes of errors that we see on Android. And we integrated the latest version of the wonderful IntelliJ IDE 2016.1. The third thing I want to talk about is Android platform support. So we developed the IDE right alongside the platform, so we can bring you the very best. 2.2 includes, to name just a few, support for NSU Jack compiler, which is bringing you wonderful Java 8 features like Lambda, default methods. And for all of you developers who are working on graphics-rich games and apps, you know C++ is critical, and it's because of your request we've been steadily building out C++ support. Now we already have C++ editing and debugging, but in 2.2 you'll find a major change based on your feedback.
In addition to Gradle, for Build, will now support CMake and NDK Build. And both of those build systems will work with the debugger, and then on top of that, we made C++ debugging better also. So I would really appreciate it, we would really appreciate it if you download and try all of this today and give us feedback. With that, I would love to pass it back to Jason. Thank you very much. Thank you, Steph. It's great to see Android Studio getting so much faster. And there's one more product I'd like to talk to you about. 18 months ago, we acquired Firebase, a great mobile backend as a service for storing your apps data and syncing across iOS, Android, and the web. Since then, its usage has grown to over 450,000 developers. We would really admire its great developer experience, and we wanted to figure out how to bring that to other areas of app development. We've been working closely with companies big and small all over the world to explore how we can make our offerings better. Today, we are announcing the next generation of Firebase. Firebase is Firebase is now a suite of integrated products to help you build your app, grow your user base, and earn money. This is the biggest, most comprehensive developer update we have ever made. So, at the heart of the new Firebase is mobile analytics. We built from the ground up called Firebase Analytics. Much of the work that we've done in the last 10 years it's great for app developers for a couple of ways. First, it gives you rich insights into what users are doing inside of your app. And it also tells you where they're coming from with rich cross-network attribution. All of this in a single aspect. Second, we created a new feature called Firebase Audiences, which integrates all of Firebase together. With Firebase Audiences, you can group users based on the criteria that matters to you most, and then take action with notifications, experiments, and even engagement campaigns on average. And the best part, Firebase Analytics works across Android and iOS. It is completely free and unlimited. Surrounding analytics are over a dozen other features. We'll cover some highlights. First, cloud messaging and notifications, which is built on the world's most popular cloud device messaging platform. With over 1 million apps sending over 170 billion messages every day. And now that it's integrated into Firebase, you can send targeted notifications to your audiences without writing any code. And, like analytics, it is completely free and unlimited. Now, app quality is important to all of us. If your app within Google, teams like Chrome build and deploy across multiple platforms at scale. So we built on their infrastructure and created Firebase crash reporting. You can use it to quickly identify bugs and issues and take action to reduce impact on your users. Another aspect of building a high-quality app is being able to tune and experiment with features. So using the same infrastructure that we use for our own apps and creating Firebase Remote Stage, but you can create experiments and test app configurations at scale. Finally, to help you grow, we've created dynamic links. Dynamic links is just a regular URL. This behavior can be configured depending upon where it's tapped. It persists through the app install process, so you can drive installs while still maintaining a superior user experience. In this example with NPR, with dynamic links, we were able to take what was 13 taps
down to only 4. So, as I mentioned, there are over a dozen features of the new Firebase. And while each of them is interesting on its own, the power of Firebase is in how they're integrated together. Here's a quick example. First, the crash reporting. You can see crashes as they're happening. Then in analytics, you can look at what the impact is on your business. Once you fix the crash, you can actually use notifications to reach back out and invite users back into your app. Or use remote config to offer them coupons. And all of this is integrated into our Google Cloud platform. So that if you want to do deeper, more customized analysis of your analytics data, you can export it to BigQuery, Google's fully managed petabyte scale data warehouse. So I've only skimmed the surface. We're going to go into detail later on this afternoon, and we have over 30 sessions on Firebase throughout I/O. The new Firebase is available today. And it's either one easy to install SDK across Android, iOS, and the web. Please give it a try. We're really interested to hear what you think, and we can't wait to see what you build next. And with that, here's Ellie to give you a preview of the new Android effort that we're working on for you. Alors, attention. Ça peut pas être moins intéressant. Thanks, Jason. Hi, everybody. I'm Ellie from the Android team, and I'm here with our engineering director. We hope that Firebase will make it a lot easier for all of you to build great apps. And we're also thinking hard about how Android apps should evolve and do more. We'll be showing you a sneak peek of a new project. We think it's going to change how people experience Android apps, and we'll be bringing it to Android users and developers over the next year. Developers like all of you here have built amazing Android apps. They unleash the full power of Android devices, seamlessly combining the camera, sensors, smooth animations, and more. But you've really told us that you want to be able to bring users into your apps more quickly. We want to make it easier for users and developers to connect, for users to access a wider range of apps, and for developers to reach more people. With the web, you can just click on a link and land on a web page. That's one click and a few seconds. What if you could run any app with one tap? That's what we're working on. We're evolving Android apps to run instantly, without installation. We call this Android Instant Apps. We're going to share a quick preview of what we've been working on, and I can't tell you how much I've been looking forward to this moment for a really long time. Let's say my friend Michael sends me this link to taste me on BuzzFeed video. And let's be completely clear. Let's be honest with each other. I do not have the BuzzFeed video app installed on my phone. So what we're going to do is we're going to tap the URL, and it's going to take me right into BuzzFeed Video's Android app without installing it. I guess, go. What's happening here is Google Play is fetching only the piece of the app that we need right now. There. We are in the Android app, and I didn't even have to install it. It was pretty fast too, right? So here you can see there's a bunch of different videos showing to make a whole bunch of different recipes, and the videos started playing automatically. Remember, it's a real Android app, right? And I can just swipe and go to the next video really quickly. The app was able to open so fast because it's been split up into modules. Once I just tapped the link, Google Play downloaded only the code that was necessary to display this screen. And if I want to keep BuzzFeed Video on my home screen, it's simple to install the app right here. Here's another example. B&H Photo and Video has a beautiful Android app, but I don't have it on my phone because I don't shop for cameras every day.
Now, if I'm searching for something specific, like a camera bag, I can still get that same experience. With one tap, the app opens up right to the bag I want to buy. Technically, this is a deep link to the Android activity B&H wrote to display this product page. And that's all Google Play needed to download. I can also swipe here and see more details about the bag. Now, when I add it to my cart, the animation there, it was pretty slick. And at checkout time, Android Pay works, just like if I had the app installed. I don't have to pull up my credit card or type in my name and address. With Android Instant Apps, I'm already signed in, and I'm ready to pay. And so it's going to take me 2 taps, not 2 minutes. Finally, let's see how Android Instant Apps can help me when I'm talking about. So, I walk up to a parking meter and I need to pay. I'm in a real hurry today and I don't have time to install a parking app. But what if I could just tap my phone and with NFC, it could bring up the parking app immediately. All I have to do is choose how long I want to park. I'm already done. And now Ficus can run off the stage to his meeting and even add more parking time later if he really needs to. So that's Android Instant Apps. As a user, it's totally seamless, from launching the app to signing in to making payments. Now, as a developer, you'll update your existing app. It's the same Android APIs, the same project, and the same source code. And it can take less than a day of work, depending on how your app is built. You'll modularize your app, and Google Play will download only the parts that are needed on the fly, as we saw here. We're really excited to give developers more ways to get their apps into the hands of users. In addition to discovering your apps in the Play Store and installing them, Instant Apps will provide another on-ramp. People can use your Instant Apps directly, and, as we showed earlier, if they want to install it, that's easy too. Most importantly, you will be in control of the experiences you build. And when you do make the update, your app will be just one tap away for over 1 billion people. Oh yeah, I almost forgot to mention one really important detail. So this demo that Ficus did, he actually did that on a phone running KitKat. You should know that Instant Apps is going to be compatible all the way back to Jelly Bean. And we really want for all of you to be able to try this. And we're really going to make it available to you just as soon as we can. But it's a big change in how we think about apps. We want to get it right. And so that's going to take some time for us. We're working now with a small set of developers, and we'll be gradually rolling out access, and actually rolling out Instant Apps to users later this year. We are so excited about all of the opportunities that this will open up. And we can't wait to see what you are going to build when your app is just a tap away. And with that, I'll hand it back to Sundar. Firebase is the most comprehensive developer offering we have done today. I'm glad it's available today and look forward to hearing your feedback. We talked a lot today about machine learning and AI. We think there is an opportunity to accelerate computing by working on this with everyone else. And so we are trying to do that in 2 ways. First, we are opening up core components of our machine learning systems. Last year, we open sourced TensorFlow so that developers can embed machine learning and deep neural nets with a single API. In 2015, it was the most quoted project on GitHub, and it is the #1 machine learning project on this hub. Last week, we open sourced a natural language parser, which is also built on top of TensorFlow. We are doing these things so that we can engage the external community and work on this together with everyone. Second, for developers and companies out there, we are also exposing our machine learning capabilities through our Google Cloud platform. We already have a cloud machine learning platform underway, and you get access to computer vision
speech, language, and translation APIs. And we are working on bringing many more machine learning APIs so that you can get access to the same great capabilities we have inside Google. We believe this will be one of the biggest differentiators on the Google Cloud Platform over time. And by the way, when you use Google Cloud Platform, you not only get access to the great software we use internally, you get access to specialized hardware we build internally. And talking about that, for machine learning, the scale at which we need to computing is incredible. And so we have started building specialized custom hardware. We call these tensor processing units or TPUs. TPUs deliver an order of magnitude higher performance per watt than all commercially available GPUs and FPGAs. And when you use the Google Cloud Platform, you can take advantage of TPUs as well. TPUs are what powered AlphaGo, DeepMind's AlphaGo, in its game against Race et al. Go is an ancient Chinese board game. There's a simple 19 by 19 grid, but it is one of the most complex games humans have ever designed. It has more possible board configurations, many more possible board configurations than there are atoms in the universe. Beating Go for computers was widely considered to be the grand challenge for AI, and most people thought it wouldn't happen for another decade or so. So we are really thrilled that AlphaGo was able to achieve this milestone recently. One thing worth calling out, in the second game, there was a move 37 by AlphaGo. It changed the course of the game and is now widely considered one of the most beautiful Go moves ever seen in tournament play. It was not just an intuitive move, but a very creative move. We normally don't associate computers with making creative choices. And so to us, this represents a significant achievement in AI. By the way, Race et al. Has won every single game since he played against AlphaGo, and he has even replayed some of the moves he learned from AlphaGo in that game. As the state-of-the-art capabilities in machine learning and AI progress, we see them becoming very versatile, and we think it applies to a wide range of fields. I want to give you two examples. First, robotics. At Google, a bunch of 20%ers decided to help trained robots to pick up objects. You can see it behind me. This is not new. You usually do it by writing control system code. You program the robots with rules. But this time, they decide to use deep learning techniques. So you create a continuous feedback cycle so that the robots can learn hand-eye coordination by themselves using deep learning. As you can see, they keep doing it, and they keep learning it over and over again. And over time, they get better, and they even learn natural and useful behaviors. So for example, the robot is nudging the stapler away to pick up that yellow object. Through the robot learned it automatically using deep learning. So it's an amazing example of what machine learning can do. Another example in healthcare. Diabetic retinopathy is the fastest growing cause of blindness. It affects 4.2 million people in the US and many more worldwide. To detect it, you need to do a scan of the eye like you see behind me, and a highly trained doctor can detect it. If detected early, the treatments are effective. If detected late, it causes irreversible blindness. And it's very, very difficult to have highly trained doctors available in many parts of the world. So we set out to work with a small team of engineers and doctors, and again used deep learning and started training on eye scans. And over time, our computer vision systems have gotten really good at detecting diabetic retinopathy early. This is still early, and there's a long road ahead, and we'll work with the medical community to get it in the hands of as many people as possible. But you can see the promise again of using machine learning. When I hear about advancements like these, I'm reminded that we live in an extraordinary period for computing. Whether climate change, healthcare, or education, the most important struggles already have
thousands of brilliant and dedicated people working to make progress on issues that affect everyone. Now consider what the best climate change researchers, doctors, or educators can do with the power of machine learning assisting them. As you have seen today, I'm incredibly excited about the progress that we are making with machine learning and AI. We believe that the real test is whether humans can achieve a lot more with the support of AI assisting them. Things previously thought to be impossible may in fact be possible. We look forward to building this future together with all of you. Thank you for joining us at Google Live. Voilà. Bon. Pas la Google à du sec. Non. Non. Ils trient des agrafeuses et des échos quand même. C'est vachement cool. L'an prochain, ils te montreront le condominium avec des robots. Bon cachot, les amis. Bon, Pas grand chose de nouveau. Il y a le split screen. Oui, c'est nouveau. Oui, c'est vrai que c'est nouveau. Je crois que ça fait déjà ça. Par contre, c'est l'assistant conversationnel, c'est la manière dont les interfaces Google et la connexion de tous les services de Google entre eux. C'est ça qui est important. Je pense que ça permet de développer pas mal. Bon, on sera content de faire du split screen sur le téléphone, mais pas toi et moi. Mais voilà. Amazon, ils ont rattrapé la concurrence. L'environnement, et oui, ça rattrape la concurrence. Mais c'est. On va parler une seule seconde de Chrome OS. Non, Chrome OS, quoi. Il y a une session sur Chrome OS, je crois. Ouais, après, il y a plein de petites comptes. Il me semble qu'il y a Les annonces, elles sont là. C'est que le reste, c'est que du dev. Bah, c'est de l'apprentissage de ce qui est Sur le dev, ils ont pas C'est sûr. 4, 5, 6 mois. Ah, ça, ouais, on s'en va. C'est cool, ça, c'est vachement bien. Ça, c'est bien. Ça va être pratique. C'est pratique pour tester au map. Ouais, au final, ouais, mais là, c'est toujours ça. Quand tu le testes, ils ont dit, c'est bien, je cherche une lame plus précise. En tant qu'utilisateur, ça va être utilisateur dans un musée, par exemple. Le musée, ça a envie d'installer là. Si ton appli est bonne, peut-être se distinguer sur un truc où il y a déjà beaucoup d'appuis. C'est vraiment. Ah oui. T'as un lien, t'as pas grand chose pour pouvoir l'avoir. Comment ça se passe pour le mec qui a son appli? Donc là, maintenant, le gars qui a fait son appli, il va avoir non, mais si tu l'as pas, je parle pour le mec qui l'a créé. T'as juste le lien qui s'est mis, c'est un peu comme si la personne va l'installer, c'est l'utilisateur. Le câble, tu mets directement sur le au final, il y a quand même pas mal d'applis qui sont juste en version quantitative. Si au final, t'es juste sur des ouvertures de liens et au final, tu restes pas plus que ça sur l'appli, plus de 10 minutes, 5 minutes. Ça va peut-être aussi vous permettre de distinguer les applis qui sont réellement installées ou les applis qui sont installées. Tu as toujours l'accès au PC. Oui. Et en fait, tu as toujours accès au PC. Oui, ça marche plus. Oui, vraiment. Et donc, en fait, on va mettre en avant les oui, qui sont vraiment utilisés. Et installés. Ils ont déjà des stades d'utilisation. Quand tu fais le mode. Oui, c'est la même appli, mais si tu veux, toi, de ton côté, quand tu es développeur, ton appli, c'est pas la même. Enfin, c'est la même appli, donc c'est la même utilisation, si tu veux, mais d'une certaine manière, c'est ton appli n'est pas installée, en quelque sorte. C'est le même. Non, elle est pas. Ça permet d'enlever une barrière. Même quand l'utilisateur l'a pris, là. Tu gardes quand même tout ce que l'utilisateur a fait, les machins. En fait, à chaque fois que l'utilisateur va revenir dessus, il va aller regarder dans le. Mais du coup, dans ce cas-là, ça s'apparente plus à avoir un OS qui va tendre à être streamé, quoi. Streamé, ouais, c'est ça, parce que. Non, pas du streaming pur, mais si tu veux, dans l'idée, ça veut dire que les applis qui utilisent un peu, voilà, à la volée, on va dire, comme sur des histoires de. Par exemple, un jeu vidéo où là, forcément, tu vas oui. Je sais pas, le monde ou une connerie comme ça. Le monde, par exemple, c'est plus des ouvertures de liens. Au final, du coup, tu télécharges pas la de leur côté, comment ça. Enfin, après, c'est des choses qu'ils ont gérées, mais par exemple, comment tu remontes ce genre d'appli sur l'App Store, sur le Play Store. Est-ce que en fait, sur Microsoft et sur Apple,
la dernière courbe de Microsoft était excellente. Ouais. Et je l'ai regardé sur le net. Je l'ai regardé en live. Microsoft, en ce moment, sur le net. pour moi, honnêtement, aujourd'hui, c'est Microsoft qui est très simple. Ouais, mais ils ont du rare et moi, j'ai ils se rattrapent 15 ans. Au début, ils ont essayé de régler ça au téléphone et on va des blagues. Donc, ils ont les processeurs cellulaires, parce qu'après, les gens, t'as pas longtemps de traitement. Et après, ils ont après, de ce que j'ai compris, les retours que ça fait vraiment deux, et en mode quasi parfait, c'est quasiment dur, c'est-à-dire que le truc est mais derrière, tu as une vue qui est hyper réduite. Ça, c'est vrai, mais pour avoir le but, c'est moi, je l'ai pas bien, c'est que tu peux utiliser Windows. La petite Windows 10, quand on avait rempli le on avait quand tu as ce genre de truc, tu utilises une. Ah bah là, c'est c'est-à-dire qu'en fait, ils ont le droit de poursuivre le truc. Je n'avais pas le droit pendant 2 ans. Enfin, maintenant, c'est officiel. Oui, c'est pour ça que je vois. Mais en fait, j'avais pas le droit pendant 2 ans. Personnellement, mais moi, personnellement, retour. C'est vrai que c'est difficile à passer avec le cap. Mais par contre, en effet, donc tu peux parler de rien, ce qui est assez frustrant aussi. On a une techno, et puis il y avait des bruits. Bonne soirée. Il y avait des bruits comme ça, Microsoft de s'ils avaient déposé un ou deux volets. Mais en fait, mais enfin, là, il n'y avait rien qui fait. Mais c'est que les fuites sont contrôlées. Mais quand tu as eu l'histoire de la Xbox One, ils ont commencé à laisser fuiter juste pour tester le terrain en mode on met pas de lecteur. Et qu'au final, ils ont été obligés de le rajouter à la fin en killant complètement l'idée principale de la web. S'il vous plaît. Pour les vélos qui restent. Ouais, voilà, pour ceux qui restent. Il y a encore du rouge. Il y a des gens qui viennent encore. Il y a des bureaux de vélo. Il y a encore un peu de même. Tu vas mettre à chauffer. Allez, Nick. Nick, ici. Tu l'as évoqué, donc enfin, j'en ai entendu. Ce qui est utile. Voilà. Ok. Je pense que c'est le dimanche des réveils. Je suis développeur chez Bordeaux depuis 1 an. Je passe vraiment du développement mobile sur Ionic et aussi du backend PHP. Et je permets aussi de récoler pas mal d'applications mobiles natives sur Android depuis maintenant 3 ans. Et je vous propose aujourd'hui la Ionic rapidement dans les grandes lignes. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors pourquoi Ionic et pourquoi du mobile? Souvent, les marchés aujourd'hui, comme la situation signifiée, l'outil explose, tout le monde en veut, il y a 1 milliard de personnes qui sont plus sur mobile, sur les sites web, sur PC. Tout le monde veut des mobiles, c'est dit maintenant les marketeurs, ouais, j'ai envie de mobile. Par contre, le mobile, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait, comment ça coûte? Ça coûte cher, pas du natif, pas du iOS, pas comment on fait. C'est un POC. Ok, on fait un POC, et on n'a pas forcément les compétences, on n'a pas l'argent et on ne sait pas ce qu'on veut de toute façon, on dit mobile. C'est live. Et quand on va le marché, il y a plein de technologies qui existent. Donc on a Sailor, qui est largement fait un accélérateur. Xamarin qui a récemment été racheté par Microsoft et qui est devenu gratuit. C'est vraiment une solution qui maintenant peut-être à voir sur le C#. On fait C#, c'est des choses. Cordova, pour les bazars Baug, il y a Touch, je suis un peu dessus, qui est en fait le TJS
pour modifier. C'est backend CJS. Et on a aussi React Native. Ce ne serait pas pareil parce que React Native, c'est une interface en application, mais qui est par plateforme. C'est comme si native, mais en JS. Ok. Tu peux faire la ligne. Donc, Ionic, c'est pas une plateforme, c'est pas vraiment un outil, c'est plus un environnement en fait qu'on va mettre en place. C'est plus un bootstrap. On va pouvoir faire une application de mobilité hyper rapidement avec Ionic, sans avoir de grande connaissance vraiment dans la publique, ou même technologie spécifique. C'est vraiment que de l'Angular pur avec une surcouche une API JS. On peut créer des applications uniques sans aucune connaissance dans les plateformes. J'ai quelques tutos pour savoir comment utiliser ça dans le store. Ça, on est top. Du coup, là, on a des composants utilisés pour mobiles. On a plein de composants graphiques que je peux utiliser out of the box sans aller chercher un framework d'affichage, quoi que ce soit. On peut utiliser par exemple du Bootstrap, derrière on peut utiliser du Angular matériel, aucun problème. Mais on a déjà un framework qu'on avait, avec les serveurs, les livres, les sons, on a aussi une gestion des gestes, tout ce qui est tap, pause, tap, swipe, en tous les sens. C'est un peu ça qui est utilisé, mais on commence à regarder. Je me suis envoyé dans, vous avez essayé de les swipe et compagnie. Ouais, tu prends un truc dans le framework et puis on laisse le reste plus tard. Là, on veut. Et le compromis sur tout ce qui est technologie web sur le téléphone, c'est les performances. C'est qu'un Core i7, ouais, génial. Mais là, il dit que les petits gens, ils utilisent JavaScript, principalement pour faire l'animation graphique. C'est le maximum de CSS3, qui lui automatiquement interprète par téléphone en mode hardware pour faire les rendus graphiques. Ici, l'exemple de cette possible, on voit quand même qu'on reste très proche du natif. On dirait pas que c'est une application web. On voit que c'est un peu comme de l'instant à l'application de Google pour l'instant. Ça, c'est cool. Donc, ça, c'est possible quand même. Ça reste quand même une application. Alors, comment ça se passe derrière? Donc, on a notre application. OK. D'ailleurs, on va avoir l'Angular. Donc, si vous connaissez Angular, c'est cool. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Si vous ne connaissez pas, ben, allez-y, apprenez. Même si maintenant on prend sur Angular 1, Angular 2, oui. On sait vraiment Angular 2. C'est ça. Ionic va passer en version Angular 2, mais c'est pas fini. Angular 2, c'est pas terminé. Et pour tout ce qui touche, en fait, physique téléphone, c'est pas comme Apple, Google, Windows, donc c'est Cordova. Cordova, qu'est-ce que c'est? Ça va être une sorte d'interface avec une API en JS et du code natif pour interagir avec le téléphone. On peut récupérer tout ce qui est appareil photo, gyroscope, push notification. Et puis ça n'existe pas comme Windows. En fait, voilà. Derrière, comment ça s'articule? Donc, Ionic est vachement lié avec Google pour tout ce qui est chaîne de fabrication. Lié aussi avec SAS pour tout ce qui est fabrication CSS pour notre application. Donc, c'est déjà pas mal, hein, ça c'est plus ou moins. Même Bootstrap avec Bootstrap 4, c'est vraiment de l'SAS, LS, c'est pareil. Bon, même si sous Windows, SAS, il faut quand même installer soit Ruby, soit installer le Visual Studio 2013, plus Python. Ouais, c'est juste, juste Gulp, c'est quoi? Enfin, Gulp, c'est un moteur de build. Tu vas créer des tâches dedans avec une interaction. C'est du Ant ou du. Ouais, c'est vraiment un qui gère la configuration en JavaScript et en beaucoup moins verbeux. D'accord. Gestion de configuration, en train de. Sur le module, non? Sur les versions. Tout est basé sur des strings, donc tu définis tes sources et tous les traitements qui sont faits dessus et les fichiers sur lesquels sont ajoutés. Voilà, c'est assez concis. Tu as 4 méthodes dedans. Tu as source pour récupérer un fichier ou plusieurs fichiers. Destination, un list pour écrire tes fichiers. Watch pour observer les fichiers et faire des interactions au fur et à mesure. Et task pour créer des tâches. Voilà, pas que ça. Qu'est-ce que tu as? Donc après, tu vas prendre des fichiers, tu vas faire une opération, puis les écrire ensuite derrière.
Et derrière, tu fais ce que tu veux, tu peux faire du JavaScript pur, soit tu as une valeur derrière, soit on fait Google, tout. Donc, tu n'as pas limité, tu n'as pas besoin d'apprendre un framework, tu as 4 méthodes d'apprendre. Voilà, tu peux les apprendre, c'est bon, tu connais Google. Fini. Et 40 plugins. Ça, c'est mon JavaScript, c'est un autre débat, par contre. Oui, c'est autre chose. C'est plutôt une autre chose, parce que ça veut dire que tu peux traiter n'importe quoi. Tu simplifies, tu débats, tu envoies un pull request, tu veux pas le modifier. Ok, moi je veux mon plugin. Voilà. On a aussi donc, toutes les directives ioniques derrière pour Angular directement, pour JavaScript, menu et compagnie de tout. Donc aussi c'est out of the box. Et on a aussi ionique qui fait une surcouche sur Cordova. Par exemple, on peut faire ionique serve et ça nous fait directement un web server avec du leg reload pour test method. Donc n'installe pas un outil derrière le gueule qui va te avec un gueule serve, leg reload machin. Qu'est-ce que je prends? On a 15 000 leg reload. Non, c'est ionique serve. Ah, je peux tester, cool. Et derrière, évidemment, on peut encore mettre du protecteur et des carnets pour les applications web. L'application de Cordova pour tester, c'est à la main. Un peu comme sur Android, en fait. Je ne sais pas grand-chose. Et Cordova, on peut y ajouter plusieurs plugins pour étendre tout ce qui est mode natif. Donc là aussi, on a quand même pas mal de choix. Donc, comme c'est open source, on a de tout et n'importe quoi. Il y a des très bons plugins, et les plugins sont très moyens. Ils ne gèrent pas de plateforme, ils ne gèrent pas les SL, ils ne gèrent pas l'ensemble des compagnies. Derrière, on a aussi Cordova, qui était au départ à Adobe, qui a revendu à moitié une partie à Apache. Non, c'est Apache qui gère ça, mais il y a quand même Adobe qui gère derrière pour faire du support derrière pour là-dessus. Pas déconner. Il propose des solutions de build. Mais Apache propose aussi une plateforme. Et on va récupérer tous les plugins de la plateforme. On va aller voir FireOS, Windows, KPE, ou tout à la FoxOS, mais ça franchement, donc, aucun support. Il y a Android, iOS, on sortira Windows 10, on verra. Windows Phone 8, un petit peu, ça va, on peut s'en servir. Browser, ok, mais FireOS, ça n'existe pas. C'est marqué dessus parce que c'est rigolo. On est quasiment dessus. Vous avez pas ils ont aussi leur propre marché. Un livre est porté par la société de Drifty. Et pour vous en plus, ce développement, les starters et aussi les thèmes pour vous inspirer un peu de l'application. On peut acheter des livres. Donc là, il y avait une vidéo de la possible, je ne sais pas une semaine, c'est le site qui ne fait pas la vidéo. Mais en gros, on a une application quasi native. On avait un login avec une image derrière animée, on avait tous les services de téléphone, des push notifications, des listes d'interactions avec n'importe quels réseaux sociaux. Dans un but directement, tout est possible. J'ai juste une question juste pour les push notifications. Sachant que tu as droit de traitement d'une. Enfin, nous, on est plutôt sur Android, mais sur iOS, notamment, tu as deux traitements. Tu as la partie push native. Et du coup, c'est juste une question, par exemple, sur Cordova. Là-dessus, il le gère aussi bien en sachant que ça va être une native ou une application. C'est-à-dire qu'en gros, iOS, en fait, gère les notifications de deux manières. Soit c'est une notification d'application, en quel cas, il faut forcément que ton application soit active. Et si elle n'est pas active, tu n'auras jamais la notification qui va remonter, ce qui est un peu emmerdant pour une notification type Hangout, par exemple. Et ensuite, tu as un deuxième type de notification qui sont les applications natives, donc déclarées en fait dans le système. C'est-à-dire que dans ton appli, quand tu l'as fait, tu lui dis, ben, moi, je référence telle et telle notification. Exactement. Ouais. D'accord. Une notification, tu vas pouvoir avec la même interface. Bon, tu vas mettre des codes spécifiques pour la plateforme quand même. Mais tu peux gérer les notifications. Donc, j'ai fait ça sur l'application et du coup, aucun problème. Enfin, sauf que pour iOS, implémenter le backend, c'est plus chiant. Parce que sur Android, c'est bien qu'il reste en JSON, avec un sorte de debugger qui ne marche pas trop, mais il y a un debugger. iOS, c'est application en binary. Et puis, c'est pas ça. Débugger, non, c'est bon, c'est bon. Oui, non. Donc oui, tu peux faire des applications, des notifications natives qui vont envoyer dans l'application quand tu veux. C'est une application web
mais qui est packagé en fait dans une application native. Tu livres une application native, tu livres un IPA, tu livres un APK, tu livres un Windows, qu'est-ce qui est une package. Bon, c'est possible. En pratique, en termes de vélo, franchement, c'est vraiment un mal développement. Ce soit livré nativement, c'est j'installe le jeu Ionic start mon projet, paf, j'ai tout ce qui est CT, le reload, paf, je commence à développer direct. Ça c'est cool, pas besoin de Yeoman et compagnie, hein. Ça marche. Un tapin en CSS, ça c'est génial aussi. Je veux le bouton il soit rouge, ok c'est bon, il est rouge. Sur Android, le bouton il est rouge. Alors attends, je voulais le bouton rouge, je te l'envoie, vas-y. Ah merde, c'est pas bon parce qu'il y a peut-être des boutons à côté, il est pas rouge ici. Un peu moins facile quand même. J'ai dépassé le bouton de 2 pixels. Ouais. Pas 2 pixels. Erreur. Tu parles pas en pixels sur un mobile. Mais le client, il parle en pixels. Ça colle pas à la maquette, il manque 2 pixels. Tu parles en résolution. Les énervants qui font leur maquette sur Photoshop. Ah oui, voilà, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas la même police là. On va fonctionner en BP, en SP, que de la résolution. Là, on peut tricher. C'est pas mal. Et c'est quand il a le temps, ils ont triché. En plus, on peut débugger directement avec WebKit sur Chrome et Safari de base. Bon, sur Chrome, c'est la chose, tu as l'écran directement sur ton téléphone. Depuis Chrome, tu sais que tu as cliqué sur ton téléphone. Safari, non, tu sur le téléphone, tu cherches, tu fais un compte, tu as un com F pour chercher l'application de ta valise, pour mettre ton truc et voir qu'est-ce qui se passe. Mais on peut développer, ça marche. Bon, on peut devenir très lourd, s'il faut en savoir. Beaucoup de modules impliqués en une application où j'ai une vingtaine de modules impliqués, qui devient très lourd à gérer, mais ça marche, le ne crache pas, tourne, c'est fluide. On dirait pas comme du web, ça peut marcher. Bon, par contre, sur iOS, il faut toujours un Mac, hein, ça on ne coupe pas, hein, c'est $99 par an. Il faut un Mac, il faut un iPhone, il faut attendre une semaine pour que l'appli soit déployée aux utilisateurs. Voilà, ça on n'y coupe pas. Une semaine, c'est gentil. Ouais, souvent c'est. C'est 9 jours, enfin la dernière fois que je l'ai fait, c'était en moyenne 9 jours. Moi, c'est moyenne une semaine. On a eu des cas où il y a des gens qui sont privilégiés. Souvent, il faut que tu appelles directement. Et là, t'as un mec qui fait OK, je regarde une taille. J'ai déjà vu Apple, ça ne veut rien. Ah, bah. Oui, alors, c'était pas pendant une demi-heure. Ouais, c'était pas on long. peut attendre. Avec mon papa, ça a été, pour Body, ça a été la merde une fois. Et en fait, ils ont appelé directement. Ils ont été mis en relation avec un type, etc. Et pour le Apple Museum de France. Et en 1 heure, le temps que le mec teste, c'était une fois. Ça faisait 1 mois que c'est dans mon compte. Après, j'ai testé aussi le déploiement Apple hyper rapide d'un bug bloquant des descriptions. C'est vrai qu'en moins de 4 heures, l'application était sur le store. Ouais, ça, c'est parce qu'ils font du segment. Par contre, on le fait maintenant, mais la prochaine fois, on le fera pas. Ouais, il y a des calendriers, c'est chiant. Bon. Mais c'est bien, ils ont un système où quand ils ont fait une première review, si tu as juste des petits trucs à reprendre, derrière c'est un peu plus rapide. Il y a... Si tu es dans le bon créneau. Après, d'ailleurs, on peut aussi à faire vu que c'est une application hybride, on peut juste changer que le JavaScript et l'HTML derrière. On peut faire du reload à distance. Ouais, c'est supporté par Apple et par Google si on ne change pas l'application, le site d'application. On va avoir une application de news et une application de jeu. Bah, oui. Mais sinon, ça s'accepte. Il y a le design aussi. Donc le design reste cohérent avec les changements, d'accord. Sinon, il faut retenir l'application. Bon, je relative à tout ce qui est performance, tout ce qui est performance, réseau, taille d'écran, ça, c'est possible. On n'y échappe pas. Il est responsive, mais. Il y a surtout le réseau où il faut faire gaffe. Parce que souvent, ce que je vois avec des applications hybrides, c'est que les mecs font des ressources qui sont distantes. Et bizarrement, quand c'est en live, ah bah il y a un truc qui ne fonctionne pas, ou qui fonctionne mal, ou qui ne s'affiche pas. C'est bon, ça peut développer sur Angular, c'est tout. Ils font une promesse, et un zen, et puis le cache. On s'en fout. Avec les images déjà. Voilà. Avec les images, souvent c'est les images.
Ionic, ça marche quand même vachement mieux sur KitKat et etc. Pourquoi? Parce que depuis KitKat, on a un browser natif qui est basé sur Chrome. Alors qu'avant, c'était un petit browser, machin, qu'on ne sait pas d'où il sort. Si ça ne sont pas le sien, chacun a le sien. On peut faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, il y a eu un projet où tu peux inclure directement un navigateur dans ton application. L'application double de taille, hein, mais bon, on dit un vrai navigateur à utiliser pour faire ton app. Comment elle est plus c'est une manipulation du DOM. Ouais. Bah, après, ça c'est du JavaScript. Hein. Si tu manipules en permanence, ça fout la grouille. Sur un téléphone, il n'y a pas beaucoup de performance. Genre, en temps normal, il déconseille carrément d'utiliser le DOM. Tu sais, il faut faire passer par le Canva. Ouais. Le Canva HTML5. À débugger, c'est un peu moins cool quand même. Ah, bah, c'est un peu moins cool. En termes de performance, carrément, il y a pas mieux. Je dois faire une application entièrement Canva. Il y a des projets. Il y a des projets de Facebook où c'est qu'en Canva. Ils ont fait pareil avec l'application native, ils ont utilisé que des draws Canva pour améliorer les listes et ils avaient fait ça aussi. Mais par contre, tes coordonnées, elles sont plus simples, donc il va falloir faire aussi toutes les conversions. Les conversions, elles sont faites la résolution de pixels. C'est ça. C'est fait une fois et La question de se dire, mais est-ce que ça n'a pas été déjà fait si, dans le kit de base. Donc on a dans les issues, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont charger le DOM au fur et à mesure, ça va disparaître. Pour avoir le moins d'objets dans le DOM possible pour le recyclage sur Android. Il y a aussi le recycle HTML5 aussi qui est dispo, qui est pas mal. Ça fait du rôle de. En fait, tu changes les nœuds, quoi. En fait, c'est ça, tu modifies les nœuds au lieu de supprimer. Ouais, c'est ça. Tu dis, ce nœud, il va se trouver après l'autre, ça dépend de document. Au lieu de les instancier. C'est ça. Mais ils sont assez clairs sur Android. C'est le même principe. Relatif. Mais c'est plus chaud avec le HTML. Ça n'est pas pris. JS, parce que JS, le problème, c'est que c'est un seul thread. Ça ne change pas, ça, par contre. Le worker, on n'y est pas vraiment encore. Ah, il y a des trucs sympas qui se font avec les les gens font chez eux. Non, on n'est pas encore. Un Chrome. Le Chrome, oui, c'est JS parallèle. Il y a pas mal d'apps qui le supporteraient, je pense. En 5 ans, en 5 ans, oui, pour le problème. En Chrome, tu peux demander à faire des JS parallèles, mais il faut que tu te demandes. Sinon. Notamment sur Google, tu vois ça. Après, AIMI propose plein d'outils. En plus, dans son startup qui est très rapide, donc AIMI Creator, on peut créer une interface de moins très rapidement. Tu veux ça, marketeur, tiens, tu veux une application, tiens, fais l'interface. Si on fait la page, je m'en fous. Dis ton interface que tu veux, puis tu m'envoies ça, puis je te la fais. Là, c'est général de HTML, tu peux pouvoir en lire et expliquer un petit peu pour voir le bon design. Ça fait pas tout, mais ça fait déjà un peu essayé pour montrer au client qu'est-ce qu'il peut avoir pour rendu, essayer de naviguer, qu'est-ce qu'il veut, mettre une interface dessus. On a aussi Ionic là qui permet en fait d'avoir en même temps les Android et iOS. Il faut vraiment customiser son interface parce que c'est différent sur les plateformes. Ce que je ne conseille pas forcément non plus. Ça peut l'interface à gérer en même temps, des fois plus de bugs, vu que iOS et Android ont un peu fusionné leur interface, on peut essayer un peu les deux. Ouais, mais on reste pas sur la même philosophie. Sur la partie où, en gros, iOS, de leur côté, ont une politique de dire que tout ce qui va être en gros sera sur une partie des choses les plus importantes, suite. Alors qu'avec Android, on va se retrouver par exemple avec la possibilité d'ajouter directement depuis en bas, ce qui est complètement l'opposé de la philosophie d'iOS. Il y a des trucs qui, malgré, on va dire qu'au niveau du design, ils arrivent à se rapprocher au fur et à mesure, au niveau de la philosophie de fonctionnement et de l'ergonomie, ils sont hyper loin. Puis dès que tu veux faire du flat design et du material design, tu ne comptes pas. Mais sur les dernières versions de Ionic, sur les dernières vidéos qu'ils ont mises sur le site, ils te montrent comment faire les deux plateformes à la fois et c'est pas mal. Ouais. C'est le même principe qu'on a sur le natif où on a des vues qui sont en fonction de la résolution, ce genre de choses. Ouais, ça marche simple, tu mets juste un tag dans ton CSS. C'est ça, ouais. À essayer. Moi, je peux pas faire l'interface commune pour les deux, au moins c'est plus simple à débugger, le client comprend ce qu'il fait. Faut t'expliquer bien, en fait, sur iOS, j'ai comme ça, puis j'ai comme ça, je ne comprends pas. On va lui expliquer pendant 6 heures pourquoi c'est différent. Souvent, ce que je fais, c'est que je leur dis,
Vous prenez des applications Google sur Android, des applications Apple, vous regardez des Ouais, c'est ça. Ah oui. Et ils n'ont pas la problématique de dire que c'est une philosophie différente de la vôtre. Clairement, ça, le client, il ne faut pas lui demander pour le coup. Hein. L'explication que je donne qui suffit, c'est les gens sur iOS, ils ont envie d'avoir les applications Apple. C'est un mec sur qui a Android. un œil dans la main et qui est pas bon. Oui, Sur iOS, ça marche bien. Non, mais la problématique, c'est sur Android. C'est ça, c'est que tu te retrouves avec une appli iOS sur Android généralement dans ce genre de cas. Ça passe pas du tout. Sauf si tu fais du matériel sur l'organisation Club Design iOS, où ça peut être pas mal. Comme ça. Ah bah oui, mais là, oui, Évidemment, derrière, ils ont le site d'analytics pour faire de l'analytics. iMepush pour leur propre push notification. Ils utilisent aussi des plateformes APNS et le ComCG. Bon, tout ça, c'est payant en fait. Hein. C'est gratuit pour l'instant, sans bêta alpha. Plus tard, on ne sait pas. On a aussi une deploy. Ça, c'est pour le déploiement en fait en live. Donc, on c'est eux qui se chargent de faire toute la partie de déploiement auprès de. Ouais, je fais un peu dans l'application qui va checker une nouvelle version. Je déploie ça sur la base de et du coup, c'est marqué pour l'instant, c'est pas plus tard. Et on a aussi AnyView. AnyView, c'est une application vite fait. Tu peux pas installer 15 000 applications, tu peux pas mettre un workflow pour la personne. Déjà une application de AnyView qui a dessus plein de plugins de notre Cordova et qui va charger son code HTML. Et du coup, tu peux tester à distance rapidement l'application, tu envoies juste un email. Donc, il y a une idée. Est-ce qu'il faut se lancer? Oui, bon, ça dépend en fait de ce qu'on veut faire. Si on veut une application, si on veut faire un coach, clairement, il y a une ligne, c'est instant, modifie ça, direct. Un petit client léger pour consommer la clé, la gestion plus rapide, tu peux pas te casser sur le machin, trouver des auteurs, mettre des plateformes en place, tout ça. Pour un site vitrine aussi, très bien. One shot, pas, je pense que ce que je pensais, si c'est exactement la maquette que je modifie comme je veux, je demande je relance tout, je n'ai aucun problème. Ou pour tester une nouvelle ligne UX, c'est avec les clients, mais je vais mettre un workflow un peu comme ça, ou plutôt comme ça, et puis tu lances, tu testes. Par contre, tu as des apps qui commencent à devenir un peu grosses, c'est 30 mégas. Donc là, ça commence à c'est gros. Les 30 mégas, c'est quand même très gros pour une app. Juste consommer la série derrière. Donc, s'il y a 80 écrans, ça fait quand même. Je sais ce que tu veux en transition, parce que la télévision, c'est pas évident. Natif, on ne fait pas de recyclement c'est toutes les venues, on ne fait pas tout préchargement avant. Ouais, natif parce que quand tu veux la performance, vraiment, tu cherches la performance ou que tu connais tu mets plus que c'est client. Un peu plus pour pouvoir sécuriser, un peu plus tout ce qui est intelligent derrière. Un peu tu peux la rajouter, tu peux du picking, tu peux faire l'instant d'application. Parce que la nouvelle, quand je fais l'application même dans un web, et puis je moque derrière tous les services que j'ai Cordova. Je vais essayer. Tu vas faire du deep linking avec la ligne, du coup. Il n'y a pas moyen. Ah non, parce qu'il faut que je mette le code natif derrière. Enfin, je sais pas comment. Il n'y a pas de plugin qui existe. Oui, on va essayer. Juste, Ionic, c'est édité par qui? Ça vient, mais ça vient de quelque chose? Ça a apparu, si tu veux, comme ça? D'accord. En fait, il y a les Cordova qui sont déjà. Ouais. Ouais. Et ton code natif? C'est super mobile. Ouais. Les super mobiles, bon, bah, voilà. C'est pas très intuitif, c'est du gros bordel avec un truc de guide en place. Et ensuite, vous avez bien regardé l'interface, c'est vachement beau, particulièrement fascinant. Et ce que tu disais par rapport à tous les outils qu'ils proposaient, notamment d'assistance, on va dire, enfin d'analytics, de déploiement, tout ça, c'est leur politique à eux par rapport à ces outils-là, c'est pas du tout détaillé. C'est-à-dire qu'en gros, là, aujourd'hui, on se dit c'est gratuit.
C'est-à-dire, toi, tu fais ton appli, tu commences à partir là-dessus, tu dis c'est bon, tout marche là-dessus. Et dans un mois, 2 mois, 3 mois, enfin un an peut-être, je sais pas, je connais pas trop là, depuis quand ça y est. Donc, du coup, ils peuvent te dire genre, on t'emmerde un petit peu et maintenant, il faudrait. Mais à la fin, ouais. Du coup, ce qu'il a pas pour l'application, ça, il y a pas Oui, de problème, oui, ça c'est sûr. Ouais. Et ouais, c'est outils, je suis bien pour. Et la partie notamment gestion des push notifications qu'il y avait, il y a des push. De leur côté aussi. Géré par eux. Ouais. Tout ça. Parce que je sais pas, c'est un peu une corde là. Oui, oui, mais là, du coup, oui, ça ouais, mais leur à eux, par contre, c'est pas du tout, il n'y a pas de sécurité sur leur fonctionnement. En fait. Ouais. Je sais pas par où ça passe. C'est ça. Et ils te coupent le jus, ils te coupent le jus. Quand on commence, on sait très bien. D'accord. J'imagine que vous avez un moment sur le truc à toujours chercher. Oui, voilà. Un petit peu à la grosse, l'avantage de trouver directement avec l'interface, accessible là où intégré. Vous allez aussi, il n'y aura pas de lien c'est top, mais si, la Google qui a sorti sur Chrome, c'est Experimentation, sur le Chrome mobile. Oui, mais tu peux tester, ça fonctionne. Mais du coup, c'est pas encore intégrable. Voilà. Pour des applis. Ça dépend. Ça marche bien. Si avec les outils, tu vois, d'un cours en même temps. La version bêta. La WebView, je ne sais pas si tu as le téléphone. Ouais, la WebView. Là, c'est la WebView. Depuis maintenant, je pense. Parce qu'en fait, c'était l'indication de la plateforme. Là, j'ai mis à jour. Ou alors mis à jour la règle de ça marche et de version unique. Maintenant, on a la version unique 4, je pense. C'est la version en même temps. Tu pourras avoir un jour de S6 dedans. Le navigateur en personne, tu vas avoir un navigateur à télécharger. Il aura un navigateur. En fait, c'est la webview. Ouais, c'est un gros, c'est soit tu prends un webview, soit tu en embarques sur un marque. Par rapport au nombre d'applis que tu vas pouvoir avoir de ce style-là, c'est-à-dire que le projet toujours intégrer un navigateur, c'est une grosse chose. Il va intégrer un navigateur, c'est 30 mégas d'application. Elle fait 30 mégas plus 30 mégas, 60. Ouais, l'application, ça commence à faire beaucoup. Et le futur, c'est IoT 2. Parce que là, regarde, ouais, l'approche composante, plus de watch partout, plus de digest en tous les sens. Mon intégration maintenant avec les erreurs, système des sockets, les protocoles. Pourquoi IoT 2, c'est parce que quand on a une application sémantique, tu as des applications, tu as tes composants qui sont désormais compatibles avec ces applications desktop. Un composant de marque de. Waouh! On est pas identique, mais avec le temps, de bonnes pratiques, on va y arriver. Une approche par composant, enfin. Et le tout petit bout d'application, ça peut être comme une nouvelle application. J'étais en là. J'ai mis la documentation expert, parce que la documentation UNI, c'était la sortie de documentation, on a des features, et puis on a partie documentée, il y a un mur avec un ah, ben, il dit, ah, on en pose. Oui, non, mais je développe dessus actuellement, mais I2, c'est pas fini, en fait, Bordeaux, c'est pas. Non, c'est pas grave, plus tard. Un peu comme Windows Policy et Windows Policy. Windows Policy, a commencé à imaginer là-dessus, il va marcher maintenant. Allez, on stop, ça va pas Windows Policy. Parce que là, il a essayé de buter une application Windows Code. Alors, c'est possible, hein, c'est encore besoin. Mais bon, du coup, l'application, après, il faut l'éditer avec un éditeur de cifrage pour aller modifier les langues parce que tu as mis des langues bizarres et puis après, tu veux éditer ton truc. Ça marche, tu fais c'est bon, ça marche. Je n'ai pas de Windows Code pour tester. C'est bon? Promettez-le-moi, putain. Il y a un mec qui a un Windows Phone. Donc, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y a un peu de support Windows Phone. C'est ça, les connaissances techniques. Est-ce que quelqu'un a un Windows Phone? Oui, il y en a quelques-uns. Une très grosse boîte. Développé. J'ai un Windows Phone, il n'y a pas dessus. Et Cortana. Ça marche bien. Je me sens un J'ai pas d'aide, mais j'ai Cortana.
Voilà. Je vais avoir une question. Allez-y. D'autres questions? Vas-y. Merci beaucoup. J'aurais plus une question pour tout le monde, en fait, dans le délire. En gros, du point de vue de chacun, la création d'applications, on va dire hybrides, comme tu l'as présenté, enfin, je partage un peu ton point de vue justement là-dessus, sur Orient Époque, tout ça. Avant que tu fasses ta présentation, vous étiez, enfin, le problème, c'est que vous êtes tous à peu près expérimentés, donc je pense qu'on est un peu sur la même idée. Mais vous avez tous la même vision, on va dire, sur ce genre de choses. Genre que les applis plutôt hybrides, en gros, ne sont pas vraiment des applis tu disais plutôt orienté fort, ou sinon avec un faible budget, ce genre de choses. C'est un petit peu fragile. Ouais, c'est un peu fragile. Via par rapport aux attentes, ouais, fonctionnellement. Tu peux pas fignoler, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ça, enfin, avant cette présentation, bon, le problème, c'est comme je dis, c'est que cette question-là, enfin, pour vous, c'est un peu bon, parce que je pense qu'honnêtement, en fait, ce qui se passe souvent avec le hybride, c'est que ça a souvent été vendu en mode vous pouvez faire les deux plateformes, ouais, voilà. Sur la première solution qu'ils avaient. Oui, c'est ça. Et tu avais des outils qui faisaient des boutons carrés, des trucs dégradés, des trucs dégueulasses. Alors que derrière, c'est, comme je l'ai expliqué, c'est les frameworks ioniques avec la Ionic Lab et compagnie, qui permet de faire au final ce qui se passe sur le natif. Ouais, mais est-ce que tu finis pas par prendre les tokens du natif quasiment? Ouais. Comment tu veux faire par exemple, mais la problématique, c'est 80%. Ça, par exemple, c'est développé. C'est vachement bête, hein. Ouais, c'est dommage. Ah, bah là, tu vois, yes. Les questions pour gérer son crâne, en fait. Son crâne. Donc, rendu d'activité. Mais c'est aussi, en fait, il travaille sur un projet. Ouais, tu sais, moi, c'est l'historique. Moi, je suis arrivé, donc, je suis arrivé quand j'ai tout. En fait, tu travailles sur un projet normalement. Tu t'appuies sur des tâches, sur des projets, et à la fin du mois, tu as ces tâches et les facteurs clients. Là, en fait, tu sais, tu peux t'apprendre depuis l'application mobile sur ton vrai compte. Et du coup, techniquement, toi, de ton côté, quand tu l'as développé, c'était plutôt pour ta boîte directement, c'était plutôt une c'est ouais, voilà. C'est pas bien ça. Vous avez vu cette question Ouais, parce qu'il faut un login de passe. Et tu as une partie publique où tu peux avoir de la boîte. Techniquement, si tu veux, on fait des applications de santé, c'est pareil, ils sont sur le Play Store en public. Parce que ça n'existe pas, un Play Store pour les entreprises. Vous avez essayé par là quelque chose. Ah ouais. Après, notamment le Android par mois. Ouais, on propose d'avoir une partie du store qui est ensuite personnalisée pour ton boîte. Mais là, du coup, c'est uniquement en mode il faut que ça soit chez Apple, qui est ouvert en quelque sorte, genre par exemple avec l'application, ça marche. Voilà. Chez Apple, en fait, tu peux développer ton propre serveur à bord déploiement. C'est un peu. Mais l'Android Server, c'est une sur la même chose. En fait, chez Apple, si tu jouais pour faire ton application, il faut que tu fasses un compte de texte. C'est pas en prod. Tu vas plus loin? Les applications, ils font pas des mais c'est à qui là? Pas chez la photo. On est peu. Bon, il reste les. Je t'ai abandonné pour le match, mais j'ai pas. Liverpool mène à 0. Je ne connais pas ces points. Moi, je suis pour Liverpool quand même aussi. Oui. Bon, je ne connais pas. Je te laisse présenter parce que je ne connais pas. Ah oui. Ah, mérite. Développement. Alors, je vais vous parler d'une bibliothèque plutôt qu'un framework juste avant. Yannick, c'est plutôt quelque chose qui a guidé sur toute l'implémentation de notre application. AXJS, c'est une bibliothèque, alors en l'occurrence JavaScript, ça existe pour beaucoup de plateformes, qui a pour but d'organiser la partie logique de votre application. Alors, c'est disponible en JavaScript sur la forme de AXJS, mais c'est disponible sur 15 plateformes différentes. Donc, si vous faites du Java, vous avez AXJava, vous avez AXandroid. Si vous êtes plutôt côté AX, vous avez
RX Swift, et plus encore, il y en a pour tous les goûts. Et l'objectif est toujours d'avoir une application de code visible, facilement maintenable, utilisable, et ça se présente sous une forme assez particulière, un petit peu l'habitude. Alors, en JavaScript, quand vous avez des valeurs, donc que ce soit des chaînes de caractères, des entiers, peu importe ce que vous manipulez dans votre application, donc vous vouliez en obtenir une de façon synchrone, donc vous appelez une fonction, vous avez un résultat. Ça, c'est petit. Si vous voulez retourner plusieurs résultats, vous retournez un tableau ou quelque chose sur lequel on peut itérer, alors tout ça, ça reste synchrone. On pense des applications depuis très longtemps, et si jamais votre fonction a mis 10 ans à retourner sa valeur, votre application reste bloquée pendant une 10 ans. Donc, depuis, on a évolué un petit peu, on a découvert tout ce qui était asynchrone, avec, par exemple, JavaScript, des promesses. Donc, on se dit, bon, cette fonction, elle va retourner une valeur, très bien, elle ne la retournera pas tout de suite, donc très bien, on va prendre la valeur à ça, c'est le concept d'une promesse. Mais une promesse, ça retourne un résultat, et une fois qu'il est retourné, eh bien, c'est fini, la promesse, elle est terminée, la valeur est obtenue, et fin d'histoire. Donc, RX vient se placer à l'intersection entre le fait de pouvoir retourner plusieurs valeurs, tout en gardant le côté asynchrone. Donc, on a introduit le concept de observable, qui est un des concepts de base de RX, qui est en fait une sorte de flux de valeurs. C'est-à-dire que votre flux va produire une valeur, et puis 5 minutes plus tard, il peut produire une seconde valeur, etc. Il peut très bien se terminer à un moment, ou il peut très bien ne jamais se terminer aussi, ou éventuellement partir en mode thérapie. Donc, ça permet de faire des choses très intéressantes, tout en gardant des concepts assez classiques. Par exemple, si vous avez déjà travaillé sur des tableaux avec les dernières versions de JavaScript, on a quelques opérateurs qui s'apparentent à ce qu'on trouve dans le langage fonctionnel. Par exemple, l'opération filter. Vous avez un tableau qui contient des nombres. Vous voulez garder que les nombres supérieurs à 10. Bon, vous prenez votre tableau, vous faites point filter. Vous passez une fonction qui répond si oui ou non on garde l'élément en question. Et alors là, si vous comprenez pas la notation qui est ici, c'est juste que c'est la dernière version de JavaScript. Donc, ce qu'on a à ce niveau-là, c'est juste une fonction qui prend un paramètre x et qui retourne vrai si x est supérieur à 10, c'est possible. Donc, ça, c'est du JavaScript. C'est du lambda. Oui, c'est un langage de lambda JavaScript. Alors, c'est juste pour montrer l'opération. Donc, concrètement, si on avait un tableau qui contient ces valeurs en haut, et qu'on lui applique le filtre suivant, on obtient les valeurs qui sont là et pas celles avec la condition. Je ne suis pas hyper familier en JavaScript, généralement. Tout le temps. C'est juste que j'aime pas trop ça. Mais du coup, là, dans ta fonction filter, en fait, ce que tu dis, c'est que le x que tu veux récupérer doit répondre à la condition qui est à droite. Et c'est absolument pas un supérieur égal. La partie. En fait, c'est un peu. Tu passes à ton filter, en fait, une fonction qui va retourner un booléen. Et ce booléen, c'est si il vaut vrai si x. En gros, c'est une fonction qui prend un paramètre. Ouais, c'est une fonction qui prend un paramètre. C'est lambda expression. Non, il y a certains langages qui s'appellent cette langue-là. Oui, camel, c'est ça, au camel, voilà. C'est au camel. Oui, à tous les langages fonctionnels, en général, on a une notation très très concise pour définir les fonctions. Si vous n'avez pas les langages de JavaScript, par le passé, vous aurez dire function, on va paramètre x, facilement, x, et return x supérieur x. Ça me perturbe parce que. Enfin, c'est justement ce qui me dérange un petit peu avec JavaScript, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps un peu dans un espèce de bon gros pot-au-feu, tu vois, où ils te mettent un peu tout. Non, justement, les toutes les générations pour adapter la version fonctionnelle beaucoup plus concise pour générer des. Donc là, on a quelque chose qui pourrait s'appliquer parfaitement à un tableau sous un ensemble de valeurs quelconques. Là, on le voit sur un observable, c'est-à-dire que, bon, il y a un certain nombre de valeurs, mais il pourrait très bien y en avoir d'autres qui viennent plus tard, et ça apparaîtrait sur les Donc, tu aurais un double observable avec ta méthode filter qui prend
du coup, le tableau d'en haut qui est en observable, et ta méthode du coup de retour qui est aussi en observable en attendant que la. Okay. C'est tout à fait ça. Donc, appliquer tout ça, on va créer un deuxième observable et on dire que c'est dès qu'on va publier une nouvelle valeur sur le premier, ça va publier automatiquement une nouvelle valeur sur le second si ça répond à la condition. Alors, on a d'autres opérateurs classiques qu'on retrouve aussi dans les langages fonctionnels. Par exemple, le math, qui, si on fait une fonction qui multiplie par 10 en un pour 1, on aura 10, pour 2, on aura 1, etc. Si on fait une nouvelle valeur sur le premier observable, on aura une nouvelle valeur auquel la fonction est appliquée sur le second observable. Est-ce que c'est clair? C'est clair, mais pourquoi pas? En fait, le map, c'est une fonction d'identité. D'accord. Parce que tout ce que tu as en entrée, c'est exactement le même cardinal, le même type de variable. Alors que le filter derrière, lui, il va appliquer une transformation. D'accord, mais du coup, map, en fait, n'a pas de lien avec genre une map avec toutes les valeurs ou ce genre de choses. La map, c'est les valeurs, la valeur dépend du conséquent. Donc là, c'est le map ici, dans ce cas-là, c'est une clé implicite. En gros, à une clé qui est X, tu associes la valeur à non. C'est mais pas c'est donc un qui est associé à X. Tu as par exemple 2. Tu ne vas pas dire que la clé 2 prend la valeur 20. Tu vas remplacer la valeur 2 par la valeur 20. Tu as un ensemble de valeurs auquel tu associes un nouvel ensemble de valeurs. Donc, si ton observable contenait 1, 2, 3, ton nouvel observable contiendra 10, 23. Et tu publies un 4 sur ton premier, ça publiera un 40 sur ton second. En gros, ça applique la fonction à ce qui a été publié, et ça publie dans le temps. Donc, c'est un ensemble d'opérateurs. Il y en a des un petit peu plus complexes, pour faire des choses plus intéressantes. Et donc, on met deux observables au départ. Alors là, si on commence à lire ce qui est sur le schéma, on a du mal à voir ce qui se passe. Mais concrètement, c'est assez simple. Ce que fait cet opérateur combine latest, c'est dès que quelque chose est publié à un moment, on publie les deux valeurs ensemble. Donc, concrètement, on a qu'une seule valeur, on a 1 et A. Là, on peut commencer à faire quelque chose. 1 et A, on a dit qu'on faisait une concaténation, c'est-à-dire on tient 1 A. Une autre valeur est publiée, donc on est à 2A. Donc on publie là, ainsi de suite. Ça regroupe les deux dernières valeurs des deux observables pour faire des choses derrière. Encore, c'est une vraie méthode? Genre combine la test, ça existe? C'est ça, méthode définie dans la RxJS. D'accord. Ok, et dans quel cas, c'est pas du tout. Alors, un algo pour les résolutions d'échecs. Alors, en fait, c'est un algo pour la l'observable publié et le script. Donc, soit tu prends le premier tu fais le point combine latest, le second de la fonction. Soit tu fais un rx.combine latest, tu le passes à deux observables. Oui, rx.observable. Tu peux passer des observables à la fonction et il te prend un troisième observable. Donc ça, tu lui dis une fois, dès que un des streams sera modifié, ça va aller. C'est pas les exemples qui défient le fichier, c'est pas le fichier. Alors là, on a quelques opérateurs. En pratique, il y en a un peu plus. On en compte 178. Ah oui, c'est que des opérateurs de Rx. Tout ça, c'est des opérateurs de Rx. Il y en a une petite dizaine qui sont des opérateurs qui sont apparus dans le dernier standard JavaScript. Genre filter? Typiquement, filter, c'est des choses qui existaient depuis 20 ans dans les langages fonctionnels. Ils se sont dit, bon, c'est le moment de les mettre dans JavaScript. Il y en a plein d'autres qui ne sont pas dans JavaScript de base. Parmi tout cela, on va avoir différentes catégories. On va avoir des opérateurs qui transforment une valeur en une autre de la façon de map. Par exemple, en dessous de map, on va retrouver scan qui va accumuler des valeurs. On va avoir un opérateur classique qui est le reduce, qui permet de combiner toutes les valeurs, par exemple pour faire une somme, d'une façon particulière de faire un reduce. On va aussi avoir des choses qui touchent à des aspects temporels. Par exemple, on va avoir l'opérateur delay, qui à partir d'un observable va créer un deuxième observable qui contient exactement les mêmes valeurs, mais si à un temps T on publie une valeur sur le premier, ça va attendre le temps spécifié avant d'appliquer sur le second.
Donc, on va avoir des choses comme ça de plus en plus complexes pour pouvoir combiner les choses, mais on a aussi plein d'opérations simples. Par exemple, on va avoir un skip pour supprimer un certain nombre de valeurs du stream. On va utiliser les valeurs paires. Oui, alors pour utiliser les valeurs paires, on peut un filtre, typiquement, c'est plus simple. Voilà, on peut combiner des streams entre eux pour faire des choses vraiment intéressantes. Alors, du coup, entre skip et filter, c'est pas la différence. Parce que oui, c'est pas configuré. Le skip, tu lui passes un entier. Par exemple, si je dis skip 2, il va sauter 2 valeurs dans le stream. Ah oui, c'est une valeur. D'accord. Alors que le filter, on va regarder chaque valeur, on va calculer un calcul, et il va dire oui, tu vas maintenant, tu vas. Quand tu dis skip 2, c'est-à-dire que c'est skip quand les deux valeurs. Quand tu insères les valeurs. Il skip les 2 premières valeurs de l'observable au moment où tu construis. Ah, juste, c'est pas dans le temps. En gros, il skip les 2 prochaines valeurs. Si, parce que c'est un observable, il est forcément dans le temps. Oui, c'est pour ça. Mais du coup, dès qu'il en reçoit une, si ça va faire, du coup, je la prends pas, il en reçoit une deuxième, je la prends pas, la troisième, je la prends. Une fois que le skip est passé, le filter, il est continu. Est-ce que l'observable peut se modifier lui-même? Alors, tu peux faire des choses tordues. Généralement, ça sort pas de filter. L'observable, lorsqu'il va skipper les 2 prochaines, par exemple. Pardon? Par un observable, et quand il reçoit une valeur, il reçoit 4, il va skipper les 2 prochaines valeurs. On va faire un filter. Mais le problème, c'est la persistance. Tu peux faire des choses de ce genre en combinant des observables. Dans le sens où tu peux très bien dire de combiner ton observable de base avec un autre qui contient, mettons, de l'info. Et suivant que ça dit vrai ou que ça dit faux, derrière, tu dis true. Tu peux t'amuser à faire des boucles dans ton système, mais il faut faire attention parce que généralement, quand on pense dans la tête, on se dit ouais, ça va marcher, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et généralement, ce qui se produit, c'est qu'on a une entreprise parce que tu as fait une boucle. Techniquement, là, c'est du réduit. C'est des choix de bibliothèque qui te laissent faire des choses assez complexes de façon vraiment très simple. Parce qu'au final, tu appelles un opérateur, tu lui passes une fonction toute bête, et tu fais un travail qui est gigantesque. Et on ne prévoit pas toutes les conséquences. Voilà, donc tous les opérateurs qui sont dans l'underscore ou le dash, typiquement, ils seront dans LX avec beaucoup d'autres. Le bon exercice, c'est que tu arrives à écrire ton algo en lisse. Ouais. Tu le fais en RX. Alors, ne crache pas sur la liste. Je ne crache pas sur lui. J'adore la liste. On fait pas mal. Moi, j'ai fait un vecteur de liste, il y en a moins que l'enregistrement. Ouais, c'est juste que j'avais sur le son en liste. Dans ce genre-là, on va retrouver aussi des opérateurs qui permettent de des valeurs. Par exemple, s'il y en a parmi nous qui ont fait un peu de big data, qui ont utilisé Apache Spark ou des technologies comme ça, c'est des technos qui, disons, regroupent un certain nombre de valeurs dans un groupe, qui ensuite fait une opération de l'eau sur ce groupe, et qui republie des valeurs derrière. Concrètement, avec AX, c'est très facile. Si on a un observable qui reçoit des valeurs de temps, on peut très bien appliquer un opérateur window ou du buffer qui va attendre d'avoir un certain nombre de valeurs pour qu'un certain temps soit passé. Et puis hop, bah, bon, on a un groupe de valeurs, sur lequel on peut faire un traitement de l'eau, et ensuite reproduire des valeurs par derrière de la façon dont on fonctionne. De même, on peut pousser un peu plus l'inception. On peut avoir un observable qui produit des observables. On peut faire des choses assez tordues avec, mais ça permet de faire des choses vraiment puissantes dans quelques minutes. Alors, pour ça, Apache Spark, ça, je vais en parler. Voilà, pour des maths, c'est particulièrement utile, parce que c'est une bibliothèque qui est payante, entre guillemets, dans le sens où elle ne va pas appliquer des opérations à demander quelque part. C'est-à-dire que je peux définir un observable qui publie des valeurs infinies. Typiquement, je peux définir un observable qui produit la file de Fibonacci. Bon, ben, il pourrait ne jamais s'arrêter. C'est pas grave, on lui donne le générateur de la suite. On lui dit, tiens, voilà un observable qui génère Fibonacci. Tant que derrière, on n'utilise pas, il ne va pas essayer de calculer quoi que ce soit. Donc, on peut combiner une vingtaine d'opérations, pas de souci, tant qu'on ne demande pas à toute fin, donne-moi une valeur qui provient de cet observable, il va rien faire. C'est à ce moment-là juste qu'il va dire, bon, très bien, j'ai besoin d'une valeur, je vais effectuer le minimum d'opérations possible pour obtenir cette valeur.
Donc il est vraiment très efficace pour faire ces calculs. C'est particulièrement pratique. Comme ça, c'est une écoute dessus. Voilà, donc quand tu as l'écoute dessus, tu feras rien. Tant que tu n'as pas fait d'écoute, ça peut faire. En gros, il va avoir, alors, on va se souvenir de l'opérateur math, qui reçoit, au final, toutes les valeurs qui sont censées passer sur la serveur pour effectuer un traitement, et derrière, produire quelque chose. C'est-à-dire, il y a, si une personne me demande à écouter le string, il n'effectuera jamais le math, il ne demandera jamais l'observation de départ pour traiter ces valeurs. Rien du coup, une fonction spéciale qui s'appelle subscribe pour ça. Le subscribe, c'est celui qui va ressortir. Alors, si on a une suite infinie, typiquement Fibonacci, et qu'on fait un subscribe dessus, là, ça va tuer le processeur parce que là, il va se mettre à générer toutes les valeurs. Alors là, il va avoir un mot bizarre, on va arriver à. Mais du coup, clairement, tu peux te découvrir. Enfin, imaginons une grosse appli, si tu veux. Il y a un moment, tu as codé un truc que tu as testé sur un certain cas, etc. Je parle d'un code un peu où tu codes à la main, enfin, tu testes à la main, tout ça. Tu vas pouvoir te découvrir une boucle infinie, juste parce que notamment, tu n'es pas allé récupérer une valeur. Puisque du coup, ça n'aura pas déclenché la suite d'exécution qui fait que tu vas te retrouver dans une boucle infinie. Si tu t'es passé en fil code qui a déclenché la boucle, non. C'est pour ça que normalement, avec le c'est tout. Tu veux faire un langage de preuve. Tu as cliqué et les autres méthodes, et derrière, il faut avoir un peu de temps. Ouais. En fait, tu vas prouver que des problématiques. Et là, il faut vraiment du temps. Alors, on parlait tout à l'heure de l'interface utilisateur. Il se trouve que l'Angular 2, dont on a parlé, est entièrement construit sur RX. Quand ils ont écrit Angular, ils se sont dit, bon, ben, très bien, on va faire un truc qui est efficace au niveau processeur, qui ne fait pas cramer le processeur quand on charge une page web. Donc, ils se basent sur Angular pour justement charger uniquement les valeurs dont ils vont avoir besoin. C'est aussi compatible avec React et avec globalement l'architecture Flux qui est définie par l'architecture React. Flux, si on regarde, c'est un système qui, au final, a des concepts qui sont typiquement ceux qu'on retrouve dans RxJS, si ce n'est qu'ils ne sont pas aussi avancés parce qu'ils n'ont pas eu simplement de temps pour y penser que ceux qui ont construit RX. Mais enfin, d'autres systèmes un peu plus légers comme Vue.js sont totalement compatibles avec React et permettent de mettre à jour le DOM que dans une partie où il y a besoin de mettre à jour. Voilà, donc, mis à part les frameworks d'interface utilisateur, RX va pouvoir avaler sans problème des éléments qui viennent du DOM, typiquement un clic de la souris, un mouvement, une touche sur un clavier. Tout ça, c'est avalé automatiquement et converti en observable en un appel de fonction. Ça gère les promesses qui sont devenues standards en JavaScript, qui font partie des standards. Donc, il les prend et les convertit en observable aussi. Si vous utilisez sur le serveur Node.js, c'est pareil. Vous pouvez prendre tous vos éléments de Node.js, les convertir en stream RX. Si vous avez une chaîne de callback Node.js, vous pouvez écrire tout ça de façon très simple sous la forme de l'opération de RX. C'est-à-dire qu'il va prendre une fonction en paramètre, si vous dites que c'est un callback Node.js, il saura qu'elle produira une valeur à travers un callback et il le reproduira sous forme d'un observable. Pareil, si vous utilisez la bibliothèque CPIO, ça marche très bien. Alors, c'est toujours plus intéressant quand on a un exemple concret. Si on vous demande de construire un autocomplete, on est avec CPIO. Dis quoi une autocomplete? Oui. Alors, en fait, alors, on peut faire les choses proprement. Et en fait, construire un autocomplete, c'est relativement simple. Alors, évidemment, il y a plein de trucs foireux qui peuvent se passer quand on construit un autocomplete à la main. Si à chaque appui sur le clavier, on envoie une nouvelle requête au serveur, non seulement ça va être plus loin côté serveur, mais en plus, on va avoir des résultats qui reviennent une seconde ou deux plus tard, ça ne sont pas forcément dans tous les ordres, ça saute à l'écran, c'est pas beau. Bref, un calvaire. Si on construit avec RX, voilà, ça se fait en 6 minutes. 7 minutes.
C'est plutôt sexy comme bibliothèque, ça enlève les travaux. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce code? Première ligne, on prend le boot qui est un champ texte, bête, on écoute l'événement qui up, c'est un événement DOM. Là, la méthode from event convertit cet événement DOM en observable. Une fois qu'on a notre observable, bien, ça va nous générer des événements. Donc, ce qui nous intéresse dans l'événement, c'est le texte entré par l'utilisateur, le target value. Très bien. À ce moment-là, on a un observable qui contient le texte entré par l'utilisateur à chaque application. Donc, à chaque fois que l'utilisateur tape une lettre, on a une nouvelle valeur qui apparaît dans cet observable. Ensuite, on ne peut pas taper sur le serveur si l'utilisateur a tapé plus de 3 caractères. Bon, très bien, on filtre. Si l'input n'est pas plus de 3 caractères, on les lit. On a donc, à partir de ce moment-là, un observable qui contient tout ce qui est tapé par l'utilisateur du moment que ça fait plus de 3 caractères. Bon, c'est cool, mais si l'utilisateur est en train de taper à toute vitesse sur son clavier, on ne peut pas qu'à chaque instant, on a une requête qui part sur le serveur. Donc, on fait un debounce. Le debounce, c'est une opération qu'on retrouve aussi dans les bibliothèques comme jQuery, parce que c'est très utile de ce côté-là. Ça permet juste que si on tape très vite, il n'y a pas 40 000 requêtes qui partent, ça va attendre que 250 millisecondes passent. Si ça n'a rien passé pendant 250 millisecondes, on dit bon, très bien, le dernier truc qu'il a fait, celui-là, on le valide. Donc concrètement, si je tape Google très vite sur mon clavier, et que je m'arrête, 250 millisecondes passent, il dit bon, la dernière valeur c'était Google, on l'a plus. Donc on a un observable qui contient maintenant le dernier texte tapé, après lequel l'utilisateur s'est arrêté de cliquer. Si l'utilisateur supprime une lettre ou deux et retape les mêmes, c'est-à-dire on aurait Google qui est tapé, on supprime 3 lettres, on a dit, et on retape GLE, on retient Google, bon, on ne peut pas refaire une deuxième lettre, très bien, on ne veut que les valeurs discrètes. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces valeurs? On veut l'envoyer quand même au serveur. Ça peut être utile. Mettons qu'on a une fonction qui va taper sur le serveur avec une requête, et qui nous retourne un observable. Bon, si jamais elle est chaud, on veut réessayer, au cas où, hein, le réseau, ça arrive, ça plante, ça ne pas bon, tout ça. Très bien, sur un observable, on peut faire un retry. Si on n'a pas réussi à obtenir une valeur la première fois, et réessayer la deuxième fois, une troisième fois. Et donc, en dessous de ce platform, on a tous les résultats qui sont là. Il ne reste plus qu'à s'abonner à la fameuse fonction subscribe dont on parlait tout à l'heure, qui est celle qui, en fait, va faire que tout le reste s'exécuter. Si on faisait jamais subscribe, rien ne se déclencherait du tout. Donc, la subscribe, une fonction qui prendra en paramètre le résultat de notre requête sur la serveur et qui se recharge en mode affiche. Show result, ça peut très bien être du React, du GPS, du Angular, tout ce que vous voulez. Et par exemple, si vous avez du GDG, vous pouvez très bien dire la source de données, c'est un observable. Et automatiquement, ça marchera avec les données. Question de retry, est-ce qu'on peut faire des monolithes dessus? Donc, on peut dire, on va faire comme ça. Et en fait, ça change de méthode pour faire autre chose. C'est un observable, donc tu peux. Alors, le retry, il y a un truc assez bête. En fait, quand tu fais un subscribe, là, tu vois, on passe une seule méthode. En fait, on peut passer 3 fonctions dans le subscribe. La première, qui s'exécute quand on a un résultat qui est produit, ce qui est le cas du courant, c'est pour ça que généralement on a le deuxième, c'est en cas d'erreur, et le troisième, c'est quand le flux a atteint la fin. C'est-à-dire c'est l'événement compliqué. Donc, ça va être lié au fait qu'on a 2 types d'observables. On a les observables chauds et les observables froids. Il y en a un qui va avoir un jeu de données prédéfini, qui a un début et une fin, qu'on peut relire à partir du début et pour commencer. Et l'autre qui va être des événements qui arrivent quand il doit arriver, un code historique, et comme ça, tu changes. Si tu veux changer de méthode, tu peux faire un retry, tu t'abonnes à l'événement 1 et 1. Auquel cas, tu peux faire ce que tu veux derrière. Et du coup, le retry, du coup, il est appliqué sur une fonction. Alors, comment va du coup, il est appliqué sur un observable. Alors, search async, ça retourne un observable. Alors, ça retourne un observable froid. C'est-à-dire qu'il contient une seule valeur et rien de plus. Ouais.
Et en fait, on peut demander à notre serveur de recommencer à nous fournir ces valeurs. C'est le cas de notre serveur de France. C'est-à-dire qu'à début de 20, en l'occurrence, il y a une valeur clairement à début de 20 qui sont cette valeur. On peut lui dire, bon, ben, t'as produit une erreur, on commence. Il arriverait que s'il reçoit l'élément N. Donc là, s'il reçoit l'erreur. Le retry, ça fait que en gros, le point retry, c'est un point subscribe d'erreur qui retourne le même observable avec une nouvelle valeur. Oui, on a un élément chaud et froid, s'il dit envoie erreur. L'erreur, c'est erreur, et comme tu dis, tous les deux, ils terminent l'observable. Typiquement, si on a un observable qui a produit 10 000 valeurs, si à un moment il fait une erreur, la 10 000, il en aura. Il est mort. Au moment où il dit erreur, l'observable est mort. Donc le retry, elle reprise sur recommence. ce de valeur. Non, tu ne fais pas de reprise sur erreur. Du moins, tu ne fais pas avec une erreur. C'est-à-dire, tu peux publier ton erreur en tant que valeur. Et refaire une serveur derrière. Et toi, derrière, tu fais ce que tu veux. Mais si tu publies une erreur, ça tue ton autre serveur. Et tu ne pourras plus publier la valeur. Voilà, donc en résumé, ça permet de faire du code très concis, en 5-10 lignes, faire quelque chose de très puissant, qui est visible, qui est maintenable, qui est efficace, puisqu'il ne fait que les opérations qui sont nécessaires, qui est compatible avec tous les derniers standards qui vont sortir. Là, on le voyait avec des fonctions écrites sur de lambda. Effectivement, c'est pas Eric qui gère ça, c'est plus le langage. Mais par exemple, les promesses qui sont gérées nativement, c'est le genre de choses qui sont tout à fait au bout du jour. C'est géré sans problème, c'est compatible avec plein de bibliothèques. C'est de plus en plus utilisé, ça a été créé et c'est maintenu par Microsoft. Non, j'ai envie de dire pour une fois que là, c'est. Ça m'en parlait tout à l'heure. Bien. Ça a une communauté qui est de plus en plus grande. Si on est sur Stack Overflow, on a des milliers de réponses qui sont déjà disponibles. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en production dès maintenant. Comme je disais au tout début, disponible dans tous les langages auxquels vous pouvez penser. Tu penses, enfin, toi, sur le côté, tu penses vraiment, là aujourd'hui, c'est sorti quand? J'ai pas eu le début totalement de la compte. Ça fait un moment. Ça fait un moment? Ouais. D'accord. Donc là, vraiment, concrètement, si moi demain je vais dans ma boîte par rapport notamment aux histoires d'autocomplete que tu viens de montrer, c'est quelque chose vraiment que je peux annoncer en quelque sorte qu'on pourrait l'utiliser sans que ce soit genre le plugin de bidouille en quelque sorte qui passe. Tu prends par exemple RX Android, le son qui est complètement supporté, tu as Google qui est aussi qui s'appelle un port. D'accord. Je ne sais plus comment on rappelle. Ouais, non, mais ça, c'est pas. Moi, honnêtement, je pense que ça, c'est potentiellement, je ne sais pas. On est passé très rapidement au niveau. Après, ça devient plus une mentalité. Et le problème, c'est que c'est pas du tout la même manière de penser. C'est fonctionnel qu'on a fait un petit peu. Moi, je sais que j'en ai fait un petit peu, mais même dans les livres, j'en ai fait un petit peu, si tu veux, quand tu vois déjà la syntaxe, je sais ce que ça veut dire en lisant, mais de suite, on a une politique, si tu veux, dans notre boîte, on dit, si il y a un moment, tu dois te poser la question de 3 secondes sur ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un souci, c'est mal écrit. C'est un peu limite. Théoriquement, le truc, c'est que c'est carrément un changement de philosophie en quelque sorte que tu passes d'une manière de coder à une manière fonctionnelle. Du coup, ça implique un sujet, un langage. La communication, community manager, tout ça. On m'entend quand je dis ça en fait, on m'entend. Pourtant, on te voit. Zéro spectateur après. Il n'y a personne qui aura le stream. Il est disponible demain en rediffusion. Le mec, il balance dans la nature. Swift fait du très très bon
si tu te démerdes bien au niveau des callbacks, etc., tu peux vraiment avec des bons délégués, ce genre de choses, tu peux te retrouver vraiment avec une organisation de ton code hyper propre. Et avec des callbacks, tu n'auras jamais ce genre de conneries. Après, le problème, c'est que ça implique d'avoir une certaine rigueur en manière dont tu vas se construire. Mais c'est pas mal. J'avais une question sur Pierre. Ah, Pierre, oui. Est-ce que tu veux que je te la partage? Ouais. Tu peux la mettre sur le site de Baug. Pourquoi tu l'as mis en application? Qu'est-ce qui fait que tu en es venu à. C'est mis en application sur. Allez, bonne soirée. C'est pour ça le problème. T'es en quelle année? T'es en quelle première? Je sais qu'il y avait eu une passée. Mais du coup, pour moi, t'es en première année. C'est plus déplacé. De toute façon, on aura le. Tu me donnes la compte, on l'aura. Si, tout le temps, parce que moi, tu vois, tu me perturbes. Si tu veux, pour moi, l'école, je me suis dit, bon, c'est bon, il est en première année, on vient de non, mais attends, pendant toute la première année, il y avait des t-shirts aussi, en train de les gars, ils étaient en train de me dire, soit un contrat en symphonie, soit un contrat en Android, ce genre de choses. C'est ce que je fais tout le temps. Il y a Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît des petits paramètres? J'en ai vu un. Il n'y a pas de carnet. J'en ai un, mais j'en prends un deuxième. Ouais, j'en prends un deuxième. En deuxième. Soit tes copains. Mais vraiment, super ta femme. Merci, merci. Mais toi, ta simple présence, c'est super. Je vais peut-être l'utiliser avec Gilles. Mais ouais, si tu m'as bien rendu là, tu vois. Je suis un peu pour la tenter. Ça, c'est les armes qui font de la veille, parce que c'est franchement pour en faire. Mais clairement, je te dis, c'est pour ma boîte. Pour ma boîte, je pense que je vais ce truc parce que la vraie boîte, c'est que moi, je suis vraiment pas de ce côté-là. Je suis pas du tout fontaine parce que. Enfin, je suis pas du tout là-dedans. Moi, tu peux utiliser un backend aussi. Oui, vous voyez, en temps, par exemple, en backend, on est sur un jeu, je sais pas ce que je vais faire. Je vais en coller non plus. Après, je vais en coller partout. C'est ça. C'est pas une technologie qui arrive. Ouais, moi, je suis développeur indépendant. En fait, j'ai pas mal développé. En fait, j'ai pas mal bougé. J'ai fait l'enseignement supérieur. Il y a des protocoles de sécurité, mais ça aussi. Ok, je suis ma mère. Pendant le temps. Je ne vais pas parler. Mais c'était il y a très longtemps. Quand je suis installé sur Bordeaux, après, ils m'ont pas payé. C'est non. On peut payer les profs et puis quoi encore? C'est ça. Essentiellement ici, maintenant, et puis les autres écoles, je suis pas trop, et puis je fais de la formation professionnelle. Tu n'auras jamais aucune merde. Au moment où tu penches le baguette et allez, merci. On fait déjà merci. Vous n'avez pas encore donné l'exemple, c'est impossible. C'est bon. Donc, du coup, on est. C'est bien ça, c'est Et la Google tortilla. C'est chaud, hein? C'est ça du. Ah, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est tu dis que tu es en troisième année. D'accord, du coup, maintenant, tu fais du freelancing surtout. J'ai fait une mission d'un an à Bordeaux. D'accord. Il y a une petite année. Ouais. C'était sur un début The Crew et puis j'ai fini sur Lens.
T'as pu trop. C'était un petit peu. Ouais, mais c'était HoloLens, les Première version, hein, et c'est déjà sympa. donc, t'avais le processeur autour du cou. T'avais un truc qui se mettait, mais il fallait faire super gaffe parce que c'était un proto, donc il y avait des capteurs, des trucs comme ça. Donc c'était amusant. Mais, ouais, mais vers la fin, en fait, pendant tout le temps, on bossait sur un jeu de voiture. Enfin, on faisait un portage de The Crew, le jeu de voiture, sur 360, sur les Xbox 360, sur l'ancienne génération. Et en fait, pendant tout le temps où on faisait le portage, on n'était pas au courant, il y avait que les mecs qui. Enfin, tu avais vraiment à Zobo des personnes qui avaient signé les clauses de confidentialité. Personne ne savait qu'ils bossaient dessus. Et en fait, et après, donc après le projet, bah, comme on était dispo, on a été onboardé sur HoloLens, mais enfin, nous, on l'appelait pas HoloLens en même temps. Voilà, Microsoft ne file pas les vrais noms, il ne file pas les. C'était pas encore si jamais il y a des fuites, c'était pas encore attends, comment il s'appelait? Attends, je ne sais plus, parce que c'était. Il y avait un nom là, en 4 lettres. Je ne sais plus quand c'était. C'était en B quelque chose. Bon, on va tout dire tellement vite. Et puis, on a appris le nom quand ils ont fait la présentation officielle. Alors, il y avait peut-être une ou deux personnes qui ne connaissaient pas non. Mais puis, tu avais des grands fonds. Mais à Zobo, on fait beaucoup aussi sur le parce qu'en fait, tu vois qu'ils ont fait pas mal dans l'API. Tu vois, dans l'API, ce qui est marrant, c'est que dans l'API qu'il a fait à Zobo, à un moment, tu sais que tel meuble, ça va être un canapé, tel meuble, ça va être une table basse pour que le personnage qui va bouger dessus. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les prototypes à Zobo sur le jeu. Ben voilà. Le jeu, ouais, pour savoir que sur le canapé, il va rebondir. D'accord. Du coup, tu l'as testé, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de retours sur le fait que l'écran était assez petit, et ça se sent. Du coup, il est petit, mais en fait, comme tu te focalises, tu te focalises sur le truc, mais en fait, comme c'est de la réalité augmentée, c'est pas très gênant. Focus sur tu vois le reste, du coup, à côté. Et l'avantage, c'est que tu peux avoir de l'écrit, on peut te projeter en fait ton appli de traitement de tâches, c'est que tu peux lire sans problème ce qu'il y a dessus. C'est pas comme tu n'as pas une lentille qui t'étend en fait ton écran sur tout. Tu restes toujours autour de l'écran. C'est lourd, mais tu vois ça. Tu vois pas ce qu'il y a. C'est ça se met en place. Tu projettes dans la rétine. C'est pas un écran. D'après ce que j'ai compris, il projette au niveau de la rétine. En fait, c'est un transforme devant toi et en fait, tu vois, et c'est assez haut. Comme ça, maintenant, les gens sont massifiés comme ça. C'est très lumineux. Mais par contre, tu ne peux pas le faire en extérieur. C'est le gros problème. Ça ils l'ont jamais dit. Ils l'ont jamais dit. Mais en fait, tu ne peux pas l'utiliser en extérieur. Tu dois projeter trop de luminosité. Ça pourrait enlever à cause des problèmes de brûlure. Mais par contre, en effet, le grand avantage, c'est que tu tournes la tête, le truc il suit très très vite. C'est parce qu'en fait, tout est présent sur les lunettes, et ils ont tout fait pour que tu aies un truc vraiment interactif. Donc en fait, le tracking, et puis parce que tu as des Kinect en fait, qui captent, en fait, c'est un Kinect qui capte l'environnement. Donc pour capter l'environnement 3D, donc tu as vraiment la 3D de tout l'environnement qui va se prendre. Tu as une phase de scan aussi pour ton environnement. Mais ça c'est plus pour la partie des applications. Parce que sinon, en tant que 3D, quand tu regardes les protos directs, le scan des 3 km qui est 4, je sais plus, c'est quoi. Tu as 3 km de ouais, parce que tu en avais 2 Comment ça se passe pour développer tout ça en fait, le grand avantage, c'est Microsoft. Au début, enfin, d'après ce que vous avez j'ai passé 2 mois dessus, et puis après j'ai écouté la musique. Mais en fait, pour ceux qui veulent faire moi, ils en ont chié au début, parce que les SDK, ils arrivaient un peu à faire dur. Et puis après, en fait, Microsoft s'est vraiment mis dans Unity à fond. Et donc, en fait, tu avais Unity 5 et sur des Unity. Mais moi, tu as 2-3 boîtes au monde sur les chances de Unity. Il y avait les chances de Unity. Mais parce que Microsoft les avait, surtout. Et on est en Unity 5. Et c'était pour Microsoft. Donc maintenant, si tu veux développer pour HoloLens,
tu fais du Unity, tu développes sur OLens, et puis Bon, tu lui dis, t'as ton genre, repère. tu mets ça sur la table, tu mets ça sur. Bah, en fait, tu as un retour toi, de l'environnement 3D. Tu as le mapping, tu as donc, je sais pas si l'API que tu avais faite à Zoho, c'est pas, tu filmes pas encore. On coupe le stream? On coupe le stream. Bon, petit mot de au revoir quand même. Bonne soirée. Bon, t'as coupé? Non? Au revoir. Au revoir. Ça va, c'est rien confidentiel ce que tu dis. Non, c'est trop tard. C'est sorti, il a tout dit, ça. C'est moi, je suis mort.